Comment ça va tout le monde? Vous êtes en forme ou quoi? Je vais juste vous dire bonjour vite fait parce qu'on a déjà Romaric Godin qui est avec nous en ligne, mais je viens vous saluer, heu, de manière, voilà, «en tête à tête» entre guillemets, avant, qu'on ramène Romaric et voilà, soyez sympa avec lui. Il y a pas de raison, mais salut Kevin, ça va Impertinence, ça va Ricus? Manuel Leduc est présent, Ubique aussi, à plein cruste. Donc voilà, sans plus attendre, je vais chercher notre ami Romaric Godin. Romaric, prépare-toi, je te fais venir sur le live et paf, on devrait être pas mal. Salut Romaric, Bonsoir. ça va ou quoi? Bonsoir à tous, ça va très bien. Bon, tout le monde te salue, donc j'espère que tout le monde t'entend. Est-ce que vous entendez Romaric correctement? M'entendez-vous? Est-ce qu'on m'entend? Entendez-vous? C'est ça. A priori, Très bien. ça a l'air de marcher. Oui, voilà, tout le monde t'entend. C'est nickel. Bon, bah écoute, je suis ravi que tu aies accepté si rapidement de venir causer avec moi sur la chaîne Twitch. Donc ça fait très plaisir. Donc on a déjà eu Alexandre Delegue il y a pas longtemps. Donc ça fait, voilà, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui viennent nous voir et notamment des gens comme toi. Ça me touche Avec plaisir. particulièrement. Donc, alors, Romaric Godin, moi je vais te laisser te présenter toi-même, mais je peux déjà dire quand même que tu as écrit ceci. Il a écrit La guerre sociale en France aux sources économiques de la démocratie autoritaire, édité chez La Découverte. Voilà, un ouvrage qu'on recommande évidemment, que j'ai lu pour ma part, et beaucoup de plaisir, parce qu'évidemment on comprend beaucoup de choses sur, sur le macronisme, ça fait comprendre des choses sur les stratégies économiques de ce gouvernement, et puis avec une approche voilà, qui est un peu à la frontière, on va dire, entre l'économie et la science politique, dans un sens, on peut peut-être le dire comme ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais... On peut, oui, oui, oui. Et donc voilà, c'est une analyse de ce qu'est le capitalisme français contemporain, et donc ou de, en même temps, la montée du macronisme, comme tu l'expliques, etc. Mais bon, voilà, j'arrête de causer, je te laisse te présenter rapidement pour tout le monde, même si je pense que beaucoup de monde te connaît, mais c'est toujours mieux de te laisser la parole. Eh bien, oui, donc bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je suis Romaric Godin, je suis journaliste économique depuis maintenant une vingtaine d'années. Et voilà, après avoir écumé tous les services de la tribune, papier, web, etc., voilà, je suis à Mediapart depuis 4 ans maintenant. Où je suis à la fois un peu l'actualité française, un peu d'actualité internationale, et puis les grandes questions, on va dire, les grandes questions de la science économique plutôt hétérodoxe. Je m'intéresse un petit peu moins au mainstream, mais je m'y intéresse aussi quand même. Voilà, et donc, dans ce cadre-là, j'essaye de comprendre quelque chose à ce qui se passe en ce moment, et j'avoue que c'est pas toujours facile, mais bon, on essaye. Voilà. Surtout en ce moment, ouais, il y a quand même pas mal de repères qui volent un peu dans tous les sens. Je vois les macroéconomistes notamment qui sont dans le désarroi le plus total parfois sur certains aspects. Et c'est un peu terrifiant d'ailleurs de se dire que pour le coup, on est quand même un peu démunis hein, pour penser la Oui, parce suite. qu'il y a un côté complètement radicalement neuf à cette crise, non pas parce que il y a déjà eu des crises liées à des phénomènes extérieurs, que ce soit évidemment des guerres, même des épidémies ou des catastrophes naturelles dans certains pays, mais là, il y a quelque chose de particulier qui est d'abord que c'est un phénomène mondial ou quasi mondial, que ensuite, que c'est pas, voilà, il n'y a pas une poche de problèmes et puis le reste va bien, qu'il y a eu une fermeture quasiment complète en fait de tout le secteur, quasiment, pas tous, mais quasiment tout le secteur marchand, on va dire, pendant 3 mois, puis de façon perlée après, selon les pays, voilà. Et puis, il y a une aide massive publique, quasiment aussi dans tous les pays, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez neuf. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui ne correspondent pas aux repères habituels qu'on a en cas de crise économique classique ou en cas de crise externe au système économique, comme on peut l'identifier. Donc voilà, tout ça fait qu'effectivement,
on est un peu, on doit reconstruire en fait un peu des nouveaux repères, et ce qui fait que parfois d'ailleurs les frontières habituelles sont un peu entre les économistes, entre les observateurs, entre les politiques même, peuvent sembler et parfois en tout cas disparaître ou être recomposées. Hmm. Le tout c'est de savoir si c'est vrai, si c'est durable, si c'est authentique, ou si finalement on va revenir à des divisions classiques ensuite. Ouais. Et alors, il y a déjà une question dans le chat, mais de toute façon, il y en aura plusieurs, mais il y a un pertinent qui demande, mais je pense qu'on y répondra un petit peu plus tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement fait une vraie relance? Mais déjà, on peut peut-être parler, tu viens de le faire un peu de la crise Mm. qu'on vit. Et en fait, elle n'est pas finie. Très concrètement, elle est loin d'être finie. Mais il y a tout un tas d'aspects. Il y a déjà l'aspect sanitaire. Donc ça, bon, moi, n'étant pas spécialiste de ça, j'ai tendance à pas trop me prononcer, mais on entend aujourd'hui de l'OMS, c'est quand même pas très encourageant, hein, pour le coup. Ils expliquent très clairement que 2021, ce ne sera pas la fin, du virus. Alors est-ce qu'il voulait dire au niveau mondial? Est-ce qu'il peut, laisser quand même une fenêtre de sortie pour la France et en Europe? Bon, ça se discute. Mais, en tout cas, ce qui est clair, je ne sais pas ce que c'est un peu ton analyse là-dessus, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Non, je pense que la première question, comme tu le dis, hein, c'est la question de la crise sanitaire, en fait, hein. Tout dépend aujourd'hui de l'évolution de la pandémie. Et là-dessus, il faut être quand même extrêmement prudent parce que on s'est tous un peu fait avoir, hein. Moi le premier, parce que voilà, on a le nez dans le guidon, et on a pensé, après le premier confinement, grosso modo, qu'on en était un peu plus ou moins débarrassé, que le premier confinement allait régler allait régler le problème, qu'on allait avoir en fait une sorte d'épidémie à bas bruit et puis que ça allait disparaître comme ça. Et en fait, voilà, c'est revenu parfois même plus fort, c'est revenu décalé selon les pays. Maintenant, on a cru ensuite avec le vaccin que on allait avoir un après une fois que tout le monde sera vacciné, puis on se rend compte que c'est pas si facile de vacciner tout le monde, qu'il n'y a pas forcément une politique vaccinale à la hauteur, et qu'ensuite, malgré les vaccins, il y a des variants qui résistent aux vaccins, etc. Donc, en fait, on n'en sait rien, quoi. Mmh. Et donc, la seule chose qu'on peut dire d'un point de vue économique, c'est qu'en réalité, comme tu le disais, on n'est pas sorti, que on est sur une logique où on va avoir une économie qui va fonctionner là en ce moment, c'est entre 90 et 95% à peu près de son fonctionnement normal. Mais voilà, s'il y a un nouveau confinement ou s'il y a un confinement le week-end, ça va encore baisser. Voilà. Donc on va avoir en fait en permanence et pendant peut-être plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, en fait on n'en sait rien, cette économie un peu en sous-régime qui va continuer. Et ça, effectivement, ça change tout par rapport à ce qu'on croyait être la crise sanitaire en mars 2020. Enfin mi-mars 2020, c'est-à-dire qu'on pensait qu'effectivement, on allait tout fermer, on allait tout rouvrir, on allait tout récupérer, C'est et ça. puis dans un an, on n'en parlerait plus, quoi. Discuter de la Euh, reprise, est-ce qu'elle sera en V? Est-ce qu'elle sera en K? Est-ce qu'elle sera en je sais pas quoi? Moi, je me rappelle, exactement. je retourne sur des mails de mars 2020 où on est tous en train de réfléchir au fameux monde d'après. Alors ça pourrait être un petit message à nos auteurs et autrices français qui vont écrire je sais pas combien de bouquins sur le Covid. Ce monde d'après qui ne vient pas. Il arrive jamais, le Oui, monde oui, non, mais d'après, donc on est enfin, nous, toujours... je dois dire que nous, les premiers, enfin, à Ah oui, Mediapart, oui, bah, moi moi, j'étais en plein dedans. j'ai lancé une série qui s'appelait Le Monde d'après. Ça nous a occupés, ceci dit, pendant le confinement, et puis ça nous a permis de donner la parole à plein de gens. C'était pas forcément pour dire, bon, après, ça va être comme ça, mais c'était pour un peu lancer les débats, les idées, en se disant, bon, quand même, là, il s'est passé quelque chose. Comment on pourrait réfléchir à ce que ça se reproduise plus ou plus de la même façon. Voilà, c'était un peu l'idée. Mais c'est vrai que derrière, il y avait quand même cette idée que c'était une parenthèse qu'on allait refermer. Et très honnêtement, moi, je cite toujours ça, c'est-à-dire que moi, j'ai fait début mars un papier sur les conséquences économiques de la grippe espagnole. J'ai regardé un peu les études, il y avait quasiment rien. Donc, Ouais. j'ai regardé l'histoire de l'après-Première Guerre mondiale d'Adam Tooze, qui est un excellent historien, qui est un peu la référence actuelle. Il n'y a pas un mot, pas un mot. C'est l'histoire fait 1916-1920, 1931. Il n'y a pas un mot sur la grippe espagnole. Donc, Ouais. c'est quand même, voilà, c'est là où je reviens à ce que je disais au début. C'est quand même un phénomène assez nouveau. On est quand même sur quelque chose qui est radicalement neuf,
qu'on ne pouvait pas imaginer. Et donc, effectivement, on s'est un peu défendu intellectuellement en se disant c'est une parenthèse. Ouais. Il se trouve que ce n'est pas une parenthèse parce qu'au bout d'un an, en fait, c'est plus une parenthèse, c'est une période. Donc, on est sur autre chose. Et le fait, effectivement, que cette économie va être en sous-régime pendant plusieurs mois et que peut-être, en fait, il n'y aura pas d'après au sens où on le conçoit tous, c'est-à-dire voilà, à telle date, on va nous dire voilà, l'épidémie c'est terminé, on peut passer à autre chose. Peut-être qu'elle va toujours être là et qu'on va être toujours avec cette épée de Damoclès, des confinements ou des restrictions ou des choses comme ça. Et donc, il va falloir faire avec cette chose-là. Ça, c'est un peu compliqué, j'avoue, à appréhender, c'est-à-dire de savoir quelle forme, en fait, l'économie capitaliste, puisqu'on est encore dedans, peut prendre avec cette contrainte quasi permanente. Donc là, disons que ce qui a été trouvé, c'est finalement l'État, les pouvoirs publics comblent, tant qu'ils peuvent, une grande partie des trous dans la raquette, mais jusqu'à quand Et oui. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas couverts par ces protections, hein. Tous les gens qui Complètement. sont en précarité, les gens qui travaillent au noir, les gens voilà, il y a plein de gens en fait qui ne sont pas couverts par cette. Et on l'a vu d'ailleurs sur les chiffres de vous montrer, hein. Il y a les chiffres et puis la réalité. On voit les queues d'étudiants devant les, Les les banques aides alimentaires, hein. alimentaires. Voilà, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait qu'il faut retrouver, il va falloir en fait réinventer quelque chose. Et Et c'est oui. là où on rejoint quand même une question, c'est est-ce que les gens qui aujourd'hui sont aux manettes sont capables de réinventer. Voilà. Bon, là, c'est un peu plus problématique à mon sens, et c'est pour ça aussi que on y reviendra peut-être, mais le plan de relance qui avait été proposé me semblait, moi en tout cas, et me semble de plus en plus, puisqu'il a été proposé au mois de septembre, et que maintenant, il s'est passé beaucoup de choses entre le mois de septembre et maintenant, Hmm. me semble de plus en plus complètement hors sol par rapport aux besoins de l'économie. Donc ça, c'est la première question, c'est est-ce que finalement, il y aura un après, euh, Et un oui. jour d'après, quoi. Voilà. Et Mais la c'est grosse question, ça. c'est comment en fait, moi, ce qui est intéressant quand on écoute Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, même en direct pour le coup, c'est qu'il y a vraiment un truc où ils ont, eux, la volonté de revenir le plus vite possible à l'espèce de normal d'avant, tu vois? En Ça a disant, voilà, toujours été, voilà, ouais, ça a toujours été en fait leur position. Là, c'est mais c'est impressionnant, là où on voit qu'en fait, c'est un gouvernement qui est profondément conservateur en réalité, bien hein. sûr. C'est un profond, et ça, on le voit en fait dès l'après-premier confinement, où on voit qu'il y a déjà un mythe qui se forme, qui est celui du monde merveilleux d'avant le 15 mars quoi, 2020. L'avant 15 mars 2020, si on écoute Gabriel Attal, Bruno Le Maire et compagnie, on a l'impression que tout le monde était heureux, enfin, moi je veux bien, mais On allait on a vers eu le les plein gilets emploi, jaunes, on que a voilà. eu, on a eu le moment de la réforme des retraites. Le dernier trimestre de 2019, c'est moins 0,1%. Bon, il y a quand même, voilà, et puis surtout, on n'était pas sur des régimes de croissance très élevés, donc, et certainement pas ceux que promettait en tout cas Emmanuel Macron avec ses réformes. Donc, on n'y était pas, le compte n'y était pas, ni en termes politiques, ni en termes sociaux, ni en termes économiques. Hmm. Et malgré tout, on voit bien que avec cette reconstruction un peu de l'histoire, il y a une volonté de revenir à cette normalité d'avant. Euh, et à mon avis, c'est une double erreur. La première erreur, je l'ai déjà dit, c'est parce qu'effectivement, avant, c'était pas mieux. Euh, enfin, c'était pas mieux, c'était mieux que maintenant, mais enfin, c'était pas le paradis. Et puis, la deuxième erreur, c'est de penser qu'en fait, ce type de crise, qui en plus maintenant continue, peut être effacé d'un simple coup d'éponge et par je ne sais quel mythe de la reconstruction de la confiance, de la Hmm. croissance, ou je ne sais quoi, bon, ces trucs-là. Et ça ne se passe pas comme ça, en fait. On voit très bien qu'après la crise de 2008, par exemple, qui était une crise d'une autre vigueur que celle d'aujourd'hui, eh bien, enfin, d'une autre vigueur beaucoup moins vigoureuse que celle d'aujourd'hui, eh ben, en fait, on a eu un régime de croissance qui a baissé. Euh,
Et en fait, on en était à peine sorti, voire même, moi, c'est mon opinion, en tout cas, on n'en était pas réellement sorti, en fait, 11 ans après. Donc, croire qu'on peut, parce qu'on va mettre 100 milliards ou je ne sais quoi, ou faire un plan de relance, ou laisser, enfin, faire de l'innovation, etc., annuler les effets d'une crise de cette ampleur, de la durée euh, qu'elle est en train de prendre, à mon avis, c'est vraiment se leurrer totalement. Donc, les gars, mais bon, on le comprend, c'est-à-dire que dans ces périodes de crise, en même temps, les gens sont perdus et ils se rattachent à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire à l'avant. Donc, Complètement. il y a cette espèce de mouvement un peu naturellement conservateur qui se fait dans les périodes difficiles, c'est normal. Mais si on pense à ce qui s'est fait fin des années 40, dans les années 50, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est construit et qu'on n'a pas essayé de reconstruire le monde de 1919 ou même d'avant 1919. On savait très bien que c'était terminé. Donc je pense qu'il faut réfléchir de cet ordre-là, en fait. Il faut réfléchir comme ça aujourd'hui. Ce petit quelque Euh, chose qui était la sécu, notamment. Par exemple, ouais, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir comme ça plutôt que de se dire on va faire un plan de relance, on va saupoudrer quelques milliards un peu partout. Alors en tout, ça fait 100 milliards, mais comme c'est saupoudré un peu partout, bon voilà. Et puis on va espérer que en fait les investisseurs privés viennent faire l'innovation, la technologie de demain qui nous sauvera tous et qui nous permettra de repartir comme avant, comme dans les années 2000. Voilà. Bon. Tout ça est un peu, à mon avis, de l'ordre du tout rêve Hmm. et ne prend pas du tout en compte en fait le moment historique dans lequel on est et l'évolution historique du capitalisme, en tout cas depuis 40 ou 50 ans. Je pense que et le fait que en fait, ce capitalisme néolibéral fonctionnait sur des ressorts hein, qui sont la mondialisation, évidemment la distribution à l'envers, hein, le, Financiarisation. voilà, la financiarisation, le ruissellement, entre guillemets, hein, c'est-à-dire la fin de la redistribution fiscale. Donc voilà, tout ça aujourd'hui, c'est pas tenable et d'une certaine façon, la crise aujourd'hui montre aussi que tout ça n'est pas tenable. Et je pense que c'est une problématique qui n'est pas du tout prise en compte aujourd'hui au sommet de l'État, où effectivement on a une espèce de fuite en avant dans un discours optimiste un peu ridicule compte tenu de la situation à la fois de l'économie et puis des gens au Ouais. quotidien. Quoi. Enfin, voilà. Il y a un truc intéressant sur le plan économique. Tu dis que c'est vrai qu'au bout d'un an, ça fait une séquence, quoi. Ça fait et voilà, on est rentré dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre d'une parenthèse. C'est quand même, je pense, moi, les alors on pourra parler du plan de relance juste après, mais c'est les aides d'urgence et c'est, l'activité partielle longue durée notamment. Typiquement, ça, pour moi, ça fait rentrer dans un régime aussi qui est de fait nouveau, hein et qui était, Ouais. enfin, il y avait déjà une manière de dire que l'économie capitaliste contemporaine, c'était déjà plus le régime financiarisé tel qu'on l'a connu les années 80-90 et jusqu'aux années 2000. Il était de fait administré en partie par la banque centrale, du moins les taux Mm. et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que là, on administre aussi en partie le marché du travail dans une grande partie et ça, Ouais. c'est quand même un truc qui est C'est un extrêmement vrai, important, quoi. c'est un vrai, vraie question et c'est à mon avis une des questions importantes pour les années à venir. C'est-à-dire, quand on regarde dans l'ensemble, hein, la dernière étude Rexecode disait à peu près 65% des pertes ont été prises en charge par l'État, en fait, hein, par Pouvoir les public, pouvoirs ouais. publics, l'État et la Sécu. Hein. Mmh mh. Euh, donc, c'est énorme. Ça veut dire que, en fait, si on n'avait pas, s'il n'y avait pas eu en fait cette béquille étatique, on serait aujourd'hui effectivement dans une situation économique absolument épouvantable. Euh, Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est simplement une aide temporaire, c'est-à-dire on vous aide à passer ce moment difficile parce qu'on est obligé de fermer administrativement, donc on assume en fait les conséquences de la fermeture administrative, et c'est tout. Euh, et dans ce cas, ça pose quand même le problème de l'ajustement une fois que ces aides sont levées, parce que très concrètement, il y a quand même 22% des pertes qui sont, ou 20 ou 25% qui sont à la charge des entreprises, et que donc il va y avoir une volonté des entreprises, parce que c'est le ressort normal du fonctionnement de l'économie, d'améliorer leur rentabilité très rapidement.
Et pour ça, il va y avoir des ajustements par l'emploi, hein, ça va être le plus simple, d'autant que grâce aux réformes, à nos chères réformes de 2015, 2016, 2017, c'est plus facile. Donc, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une menace de spirale récessive. C'est-à-dire que après la crise sanitaire, on va avoir la crise économique pure, c'est-à-dire les gens vont être licenciés, les autres vont avoir peur d'être licenciés, donc, ils vont pas, donc les dépenses vont se réduire et donc on va avoir d'autres licenciements parce que la demande sera moins forte, etc. Donc on va être dans une spirale récessive. Et ça, c'est un vrai problème. Si on veut empêcher ça, à ce moment-là, il faudrait, d'une certaine façon, poursuivre cette aide aux entreprises, hein, cette respiration artificielle. On m'excusera la mauvaise comparaison aujourd'hui, mais enfin voilà, c'est quand même un peu ça. Il faut maintenir en fait le respirateur de l'aide publique sur les entreprises. Mais le problème à ce moment-là, c'est qu'on se retrouve dans une situation un peu folle où l'État, en fait, prend à sa charge une partie des dépenses naturelles du secteur privé pour sauvegarder l'emploi. Et on On se marche dit à ce complètement sur moment-là, la tête. est-ce que ce serait pas mieux si le but c'est le plein emploi ou la sauvegarde de l'emploi, que l'État prenne à sa charge directement les emplois et crée des emplois pour faire ce dont il a besoin, ce dont la société a besoin, plutôt que de maintenir des activités qui de toute façon ne sont pas rentables. Voilà. Bon. Donc c'est c'est une vraie question qui se pose là, mais c'est vrai que la situation actuelle, c'est qu'on a des marchés financiers et une partie des grandes entreprises qui sont sous perfusion des banques centrales et une grande partie aujourd'hui du secteur privé qui est sous perfusion de l'État. Et avec l'activité partielle de longue durée, hein, qui est le dispositif qui était dans le projet de loi 2021 qui a été mis en place, euh, et qui permet en fait d'avoir du chômage partiel pendant 2 ans. Donc en fait, pendant 2 ans, euh, pendant 24 mois en fait sur 36 mois, bon, c'est un peu complexe, mais pendant 24 mois au moins, l'État peut payer une partie en fait de la facture salariale des entreprises. On est un peu aussi sur cette idée que il faut poursuivre en fait la perfusion sur le secteur privé et on se retrouve avec euh, des gens qui nous disent que l'économie de marché, la sécurité, l'économie capitaliste, c'est fabuleux, c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui permet de faire plein de choses, de répondre aux besoins, de faire de l'innovation, etc. Et en même temps, dans la réalité, c'est que pour survivre, cette économie est obligée d'avoir des injections de liquidités de l'État, des banques centrales en permanence. Donc, euh, là, ça pose quand même un problème, je dirais presque existentiel d'une certaine façon pour l'économie capitaliste d'une certaine façon. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas de, voilà, je veux pas, j'ai pas de solution clé en main de choses. Je ne sais pas comment ça va évoluer en fait. Mais ce qui est certain, et ça nous amène à une autre question qu'on, dont on parlera peut-être, mais l'idée qui est en fait qui préside aujourd'hui au sommet de l'État, c'est de dire quoi? C'est de dire bon, là on a fermé, on est obligé de maintenir les entreprises pour maintenir les emplois, parce que sinon on se retrouverait. On a vu aux États-Unis, on a eu des pics jusqu'à des taux de chômage absolument vertigineux, un nombre de chômeurs vertigineux aussi. Bon, nous on peut pas se permettre ça, donc on hiberne, on fait hiberner un peu l'économie, on gèle un peu l'économie. Et puis quand on l'ouvrira, en fait, on laissera un peu les ajustements se faire. On mettra de l'argent via le plan de relance sur les secteurs d'avenir. On laissera les secteurs d'hier mourir. Et puis grâce au secteur d'avenir, eh ben, on aura pléthore d'emplois. Et c'est la fameuse Destruction destruction créatrice. créatrice. Voilà. Et on aura une économie plus compétitive, plus moderne et avec plein d'emplois. Voilà. Donc ça, c'est le schéma qui en fait est à la base du plan de relance Et oui, du gouvernement. Hein. Plan de il y relance a, qui est uniquement en fait un plan qui est centré, et ça Bruno Le Maire l'a toujours dit, qui est centré sur l'offre productive. ouais. Il y a 0,6% de ce plan de relance, 600 millions sur les 10 milliards, qui sont consacrés aux plus faibles, hein, qui sont des mesures de demande pures, qui sont centrées vraiment
sur les gens qui ont des minima sociaux. Donc vraiment, c'est pas voilà. Donc c'est pas pour répondre à la question de notre intervenant tout à l'heure. Non, ils font pas une vraie relance. En réalité, c'est pas du tout une relance. C'est pas une relance au sens keynésien du terme. C'est pas une relance par la demande en fait. C'est une relance par l'offre qui vise en réalité à ce que à moderniser l'offre productive française. Mais ça suppose que d'une certaine façon, on laisse les autres s'ajuster. C'est ça. Ceux qui ne sont pas modernes. Ils n'ont pas l'aide de l'État, ils sont pas, voilà, ils se débrouillent. Le problème dans cette affaire-là, c'est que effectivement, pour le moment, et à mon avis pour très longtemps, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans des secteurs à l'ancienne que dans des secteurs ultra innovants. Et donc, en fait, les licenciements des secteurs à l'ancienne seront loin d'être compensés par les créations d'emplois des secteurs ultra innovants. Et la vraie question, celle à laquelle ils ne répondent jamais, c'est est-ce qu'à un moment, ces secteurs ultra innovants seront capables, en réalité, de créer suffisamment d'emplois pour compenser ceux qui seront détruits par ailleurs. Évidemment, la réponse, c'est non, on le sait très bien. Jusqu'ici, comment on s'en sortait? Avec, en fait, des emplois plutôt mal payés dans le secteur des services, et en plus, on libéralisait le marché du travail pour que ces emplois soient encore plus mal payés. Ce qui faisait qu'en fait, on sauvegardait un peu on réussissait en fait à faire baisser le taux de chômage par ce type de création d'emplois. Mais là, le problème, c'est qu'après la pandémie, et en partant du principe qu'on a déjà évoqué, que cette pandémie ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais en fait va nous accompagner en fait pendant longtemps, que peut-être d'ailleurs il va y avoir d'autres pandémies qui vont arriver ou d'autres craintes de pandémies qui vont arriver, et que donc en fait ces mesures de distanciation, ces mesures de restriction, etc., elles sont là pour nous accompagner pendant un certain temps. C'est le secteur des services qui va ajuster ça. C'est en fait une baisse de productivité pour un secteur des services qui se posait rarement la question de la productivité, en fait. Un Complètement. coiffeur ou un restaurateur, il ne se pose pas. Évidemment aussi, c'est mieux s'il fait plus vite et mieux, mais grosso modo, c'est toujours l'exemple qu'on prend en économie. Hein, le coiffeur, bon, les gains de productivité du coiffeur, ça n'existe pas. Donc c'est toujours cette question-là. Mais là, on va avoir un choc de productivité négatif. C'est-à-dire qu'en fait, le coiffeur, il va être obligé, effectivement, d'avoir moins de, de clients, le restaurateur aussi, d'avoir moins de clients, avec des coûts plus élevés parce qu'il y a des aménagements, des choses comme ça. Donc, il va y avoir un choc de productivité négatif qui fait qu'en fait, ça va être beaucoup plus compliqué de créer des emplois dans ces secteurs-là. Et du coup, on va se retrouver avec, à mon avis, un ajustement qui ne pourra se faire que par le temps de travail. Et donc, on va fractionner l'emploi, en fait. Et donc, les gens trouveront des emplois, mais ils trouveront des emplois à temps partiel, ou en CDD, mais pour un temps très réduit, ou pour des fractions en fait, de semaines. Et donc, on va se retrouver avec un effet sur le revenu qui, à mon avis, sera négatif. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir un ajustement des dépenses qui va se faire par le bas. Et pendant qu'on attendra la destruction créatrice, on aura surtout la destruction, on n'aura pas beaucoup de la création. Et en fait, on n'évitera pas la deuxième vague économique, pour le coup. Et oui. Donc voilà, la crainte, elle est un peu là. Et en tout cas, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui par l'État, puisque l'État considère qu'en fait, on en reparlera peut-être, il y a ce stock d'épargne qui est vertigineux, et les Français ont qu'à piocher dedans, et puis C'est tout ça. ira bien. C'est Donc, assez impressionnant, hein, cette croyance aussi. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui disait, en fait, finalement, ça oui, du coup, je suis un peu d'accord avec ça. C'est qu'on va avoir beaucoup de mal, en fait, à retirer ces aides publiques, d'urgence. Typiquement, enfin, il y a un truc, c'est que, du côté du patronat, je parle, hein, c'est des drogues à accoutumance, ça, hein. Ça veut dire qu'en termes de rapport de force, si tu es le patronat aujourd'hui, tu dis: «Mais attendez, vous allez me retirer l'activité partielle longue durée, vous allez me retirer un certain nombre d'aides, vous allez me retirer des reports de cotisations, mais du coup, vous vous rendez pas compte, moi, je vais détruire de l'emploi derrière». Et ça, je peux bien sûr, mais t'assurer que, très concrètement, c'est à Bercy, ils vont exactement. se dire: «Attends, maintenant, on peut plus revenir en arrière, là. Ça veut dire que c'est trop tard. Il y a eu encore un gain». Et en fait, c'est la stratégie de l'État depuis maintenant, une bonne 20 voire trentaine d'années, hein, de baisser tendanciellement,
Alors pas le taux de profit pour le coup, mais du coup les impôts, les cotisations sociales et en fait une fois qu'on enfin, l'effet est pas symétrique, ça veut dire retirer une cotisation ou un impôt, ça a pas d'effet immédiat sur l'emploi, ça a même pas d'effet du tout quand on regarde les rapports, hein, ou alors très, très minime. Mais par contre, retirer ce genre d'aide, ça peut avoir des effets à court terme sur l'emploi. C'est ça en fait qui est dramatique, hein, dans la façon dont le capitalisme fonctionne dans ce pays, quoi. Je sais pas comment tu analyses ça, mais moi, je suis Bah, parfaitement incapable de visualiser ce que ça donnera le jour où on dira: «Bon, maintenant, activité partielle longue durée plus report de cotisation, c'est fini». J'arrive pas à voir comment on en sort de ça. quand on regarde quand même ce qui s'est fait depuis l'été dernier, on voit bien ce chantage en fait qui se met en place. Euh, et l'activité partielle de longue durée est le fruit en fait de cette crainte qu'a le gouvernement. Je rappelle qu'on est à un an d'une échéance électorale importante. Mais Cette oui. crainte qu'a le gouvernement, effectivement, de voir l'ajustement dont je parlais se faire de façon brutale sur le marché de l'emploi. Donc, effectivement, il y a ce maintien. Et alors là où c'est encore plus pervers d'une certaine façon, c'est qu'on a en fait euh, fait dépendre l'allocation, enfin l'activité partielle de longue durée, la plus subventionnée, d'accords d'entreprise où souvent, en fait, il y a des accords de baisse d'augmentation de temps de travail, pardon, pas de baisse, d'augmentation de temps de travail, de gel des salaires. Donc, il y a une. Enfin, moi, j'avais fait un papier au mois de mai où je disais, voilà, le chantage à l'emploi, c'est devenu la politique économique du gouvernement, de cette façon. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, avec ce chantage à l'emploi, on peut faire passer n'importe quoi. Parce qu'effectivement, en plus, les gens sont au chômage partiel, ils savent que leur emploi est menacé, ils savent que leur situation elle est complexe. Donc, ils sont prêts en fait à accepter n'importe quoi et c'est bien normal pour sauvegarder leur emploi dans la situation dans laquelle on est. Donc, en fait, c'est effectivement un rapport de force entre le capital et le travail, là pour le coup, qui est complètement déséquilibré. Alors effectivement, le gouvernement ensuite a beau jeu de dire ah oui, on sauvegarde les revenus des salariés, sans doute, en partie. Je rappelle que quand même, sur le chômage partiel, en dehors du niveau du SMIC, il y a des pertes. Hein. Mais, euh, Oui. mais c'est vrai qu'on sauvegarde les revenus des salariés, mais surtout, on sauvegarde aussi l'existence des entreprises. Et c'est une subvention aux entreprises. Un salaire, c'est pas uniquement un revenu, c'est aussi théoriquement une des premières lignes de coût des entreprises. D'ailleurs, ils appellent ça les charges salariales, je le rappelle. Donc, théoriquement, ça leur reviendrait. Donc, c'est un vrai problème avec en plus des effets dont on n'a pas parlé, mais que nous, on avait un petit peu regardé à Mediapart, hein, qui sont des effets d'aubaine, hein, on en a tous vu et ça existe encore. Et voilà, il y a des gens qui effectivement profitent de ça, font des sortes de travail dissimulé en faisant travailler leurs salariés qui sont au chômage partiel pour, voilà, bon. Donc, bon, après, tout le monde se débrouille comme il peut, on va dire, mais bon, quand même il y a un vrai problème de responsabilité et de responsabilisation. Donc, effectivement, la vraie question, c'est comment on en sort. Et moi, je ne peux pas exclure totalement le fait qu'on soit dans ce capitalisme sous perfusion dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire C'est ça. perfusion monétaire, perfusion budgétaire, mais avec un discours politique qui est quand même extraordinaire, où on continue à nous expliquer que le capitalisme est la forme, le mode de production suprême qui marche le mieux, qui remplit le mieux tous les besoins et et qui permet de faire de l'innovation, etc. Alors que, en fait, le capitalisme par principe, hein, c'est de faire fonctionner l'argent, de faire circuler de l'argent sur des marchés. C'est pas de se faire payer ses salaires par l'État et ses bénéfices par la Banque centrale. Donc, bon, il y a un vrai problème en tout cas. Jusqu'à quand ce type de structure avec cette double injection peut durer? Une autre difficulté. Hein. C'est-à-dire, est-ce que réellement on sauve le mode de production en faisant ça? euh,
ou est-ce que finalement, ben, on ne le rend pas inopérant, c'est-à-dire incapable en fait de remplir sa fonction sociale, hein, de satisfaire les besoins, de faire des choses comme ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas un effet de bulle à la fois sur les marchés et sur les entreprises qui peut se créer, qui peut éclater, créer de l'instabilité, du désordre, etc. Voilà, ça, tout ça, après, ce sont des questions qui sont passionnantes, hein, auxquelles moi, je n'ai pas spécialement de réponse, mais on a quand même le sentiment qu'on est sur un mode de production qui a beaucoup de mal à fonctionner désormais par lui-même, hein. On a le Ah bah oui, sentiment oui. que si on laissait, Et pour moi, si ça, on c'est faisait pré-Covid, hein. Enfin, je veux dire, le rêve libertarien, on a l'impression que tout s'effondrerait quand même assez rapidement. Donc voilà, c'est un peu le sentiment qu'on a. Mais est-ce que l'étatisation euh, du privé, qui s'accompagne d'ailleurs d'une privatisation de l'État, hein, c'est-à-dire que cette espèce de fusion en fait entre le privé et le public, qui était déjà en germe dans le néolibéralisme, qui là devient d'une certaine façon encore plus monstrueux, hein, parce que c'est ça qui est quand même étonnant, c'est-à-dire que à la différence de ce qui a pu se faire à d'autres époques de l'histoire économique, l'État n'intervient pas euh, pour agir. L'État intervient en fait pour combler les manques. Et l'État intervient pour maintenir en quelque sorte la fiction qu'on est toujours dans une économie marchande. c'est ça. Voilà. C'est Donc, hyper donc impressionnant. c'est un peu ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que l'État est au service de la fiction de la marchandise et pas du tout en fait au service de l'intérêt général, du bien commun ou de ce qu'on voudra. Mais cela dit, ça, c'est pas spécifique du coup à Étant la entendu période que Covid. lui considère que le bien commun est le bon fonctionnement de l'économie capitaliste. C'est ça. Ça, c'est, on est C'est- d'accord. Mais sinon, voilà. Donc, c'est quand même une démarche qui est très différente d'une démarche keynésienne classique, d'une démarche social-démocrate de l'après-guerre. Voilà, c'est pas tout à fait ça quand même. On n'est pas là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça, enfin, pour moi, c'est pas spécifique au Covid. Enfin, je sais que pour toi aussi, c'est que cette espèce de privatisation permanente de l'État, de l'intérieur, aussi mise au service du coup de ce que tu appelles la fiction de la marchandise. Je trouve que c'est une belle manière de le dire. C'est effectivement, enfin, pour le coup, ça a été exacerbé avec la crise qu'on vit en ce moment. Mais en fait, ça date pas d'hier. Pour le coup, le néolibéralisme, c'est aussi, dans sa définition la plus primaire, c'est ça en fait, hein. C'est la En mise au fait, c'est ça. service Ça, de l'État. c'est souvent mal appréhendé, hein, parce qu'on a souvent tendance à dire le néolibéralisme, c'est une sorte d'ultralibéralisme, etc. Mais en fait, pas du tout, hein. Le néolibéralisme, c'est un mode de production qui vient après le mode fordiste keynésien et qui retient en fait les leçons de ça. Donc, il utilise l'État. Simplement, il utilise l'État au profit du capital. Donc, d'une certaine façon, il privatise l'État y compris quand l'État est public. Il Ouais. met l'État au service des intérêts privés en disant, ben, en fait, il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a que des intérêts privés. Hein, c'est la fameuse théorie du public choice, notamment. Hein. Mhm. Donc l'État est un intérêt privé comme les autres, d'une certaine façon, et on s'en sort comme ça. Voilà, donc il y a pas de, l'État n'a pas à avoir un statut particulier parce qu'en fait, il est lui-même un nœud d'intérêt, en fait, hein, un nœud de Ouais. conflit d'intérêt. Et donc, il faut gérer ça par le marché. Et finalement, on a une sorte d'interpénétration de l'État et du privé qui se fait effectivement depuis le milieu des années 70. Et ce qui Euh, distord encore plus le rapport de force, et c'est très bien compris. Alors là, tu vois, je sais que dans le cadre du boulot, il y a des élections bientôt. Dans les TPE en avril, ça va être un bazar d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les commissions, du coup, parce que les salariés des TPE étant très isolés, des commissions spécifiques, du coup, qui sont paritaires avec patronat et puis aussi des élus locaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que disent les représentants syndicaux, c'est en fait notre ennemi, c'est plus seulement le patron, parce que c'est compliqué. Notre ennemi, c'est aussi l'État, de fait. Et puisque les intérêts, mais ça, il faut le voir pour le croire de l'intérieur, hein. Ça, c'est le petit moment Yanis Varoufakis, les adultes dans la pièce. Le patronat, il fait ses courses, quoi. Et c'est assez hallucinant de se dire la force de frappe que tu peux avoir quand, dans le même temps, tu as ton ministre de l'économie qui te dit bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une baisse d'impôt de 10 milliards et qu'on continue tout ce qui est à votre service pour l'instant? Bah, si tu veux, Geoffroy Roux de Bézieux, il n'a plus qu'à dire oui, merci et bonne journée. Et c'est là où en fait tu te bats contre des choses qui sont, tu vois, évidemment que les intérêts du patronat, on les connaît, la stratégie qui est la sienne, sa rhétorique, mais quand elle est exactement similaire à celle de l'État, c'est là où ça devient
compliqué, hein, entre Ouais. guillemets, pour les forces du Et travail. c'est vraiment là où, effectivement, dans le cadre notamment, hein, des discussions que peuvent avoir les différents partis politiques autour des politiques à mener, etc., on se retrouve souvent face à une impasse, c'est-à-dire que la stratégie classique issue de l'après-guerre de dire bah, l'État s'oppose en tant que représentant de l'intérêt général ou du bien commun, s'oppose aux intérêts privés, que ce soit les intérêts des travailleurs ou l'intérêt du capital, et essaye effectivement de construire autour de ces deux intérêts divergents un intérêt commun, c'est le rêve social-démocrate, ça. Mmh. Et ben ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, l'État, il a choisi son camp. Exactement, C'est la thèse que je défends un peu dans mon livre, mais c'est c'est que ça. de dire, voilà, le néolibéralisme, c'est pas la disparition de l'État, c'est un État qui choisit son camp et qui lutte en fait contre le monde du travail. Et effectivement, du coup, le monde du travail, qui a l'habitude ou qui a le réflexe de se tourner vers l'État en disant aidez-moi parce que je suis dans une position d'infériorité normale. Voilà, dans le rapport capital-travail, le travail a toujours une position d'infériorité parce que hiérarchiquement c'est comme ça. Donc je m'appuie sur la sécurité sociale ou sur l'État pour en fait être renforcé. Bah là, en fait, ça fonctionne pas parce qu'en fait, l'État, il met la tête sous l'eau, quoi. Donc c'est là où l'après-crise, à mon avis, va être encore plus compliqué. Et moi, je pense qu'il faut mettre un petit peu l'accent là-dessus, c'est-à-dire, en fait, le nœud de l'après-crise, ça va être de sauvegarder l'emploi privé. Mmh, mmh mh. Et donc, on va nous dire, pour sauvegarder l'emploi, on va nous faire accepter tout et n'importe quoi, et notamment de nouvelles dérégulations. Hein. On le voit déjà aujourd'hui avec la seule réforme qu'ils osent encore un peu, enfin les deux réformes qu'ils osent défendre, qui est la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites. Et ça, c'est fait, hein, voilà, au nom de l'État, on ne travaille pas assez, au nom de l'emploi, pardon, on ne travaille Mmh. pas assez, voilà. Bon, c'est des choses en plus qui sont un peu stupides, parce que si on ne travaille pas assez, c'est pas en travaillant plus qu'on va créer plus d'emplois, Ça c'est mais eh peu oui. importe. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment il y a ce discours qui va venir en fait, et c'est un peu le danger que je vois moi pour le quinquennat suivant, parce que là, je pense que jusqu'à l'année prochaine, il y a la crise sanitaire. Bon, tout ça va être un peu maintenu sous bulle, mais à partir du quinquennat suivant, la bulle va éclater. Hein, on va retirer la cloche. Et puis là, on va nous dire ah bah oui, mais pour sauvegarder l'emploi, il faut de nouvelles dérégulations, il faut accepter de nouvelles concessions salariales, il faut blabla. Donc, je pense que un des vrais dangers, à mon avis, est là, c'est le chantage à l'emploi érigé comme politique économique. Et c'est là où il va falloir, faire un effort didactique profond parce que dans la tête de plein de gens, ça paraît logique, hein, de se dire: «Bah oui, il y a eu des pertes. Pour relancer la machine, il faut bien qu'on travaille plus, pour rattraper le temps perdu» entre guillemets et puis du coup après ça créera plus d'emplois, tu vois? Et puis surtout, dans le Hmm. rapport de force dans les boîtes, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête aussi, hein. Quand tu es aux prises avec ta boîte, tu vois, d'un seul coup, elle va te dire: «Bah attends, si tu veux qu'on garde l'activité telle qu'elle était avant et qu'on puisse avoir l'emploi tel qu'il existe aussi au niveau», je te parle microéconomique là, hein, bah, il va falloir que tu acceptes du coup des concessions et alors les syndicats, réformistes, je pense à la CFDT, je pense à la CGC notamment, ils vont signer à chaque fois et tu pourras très bien avoir des accords qui passeront de type, bah, voilà maintenant on va travailler, 38, payer 35 ou accepter, des jours en moins entre guillemets. Enfin en tout cas, le patronat va évidemment pousser là-dessus et ils ont déjà commencé, hein, en disant: «Il va falloir travailler plus longtemps, il faut juste voir dans quelles conditions, il faut rattraper la Bien sûr. production qu'on a perdue», tout ça. Et là, on va Bien sûr, avoir moi un effort important à faire euh, pour expliquer que ça, c'est, des foutaises, hein. je pense qu'il va y avoir sur le quinquennat suivant, il y aura une mise en cause des 35 heures. Ça me paraît quelque chose d'évident. Mais il faut bien être conscient que cette mise en cause des 35 heures, c'est-à-dire la remise en cause en fait de la baisse du temps de travail ordonné entre guillemets, hein, c'est-à-dire sans perte de salaire, avec des accords d'entreprise. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire dessus déjà, mais c'est quand même ordonné. Va s'accompagner en fait de ce qu'on a vu notamment en Allemagne
à partir du milieu des années 90 et jusqu'au milieu des années 2010, qui est en fait une baisse du temps de travail non ordonnée, c'est-à-dire gérée par le marché, c'est-à-dire via le temps partiel, les jobs à 1 euro, enfin voilà, toutes ces choses qui font que en fait, on a un ajustement parce que en fait, le volume d'heures global travaillées n'augmente pas, mais on fait baisser le taux de chômage parce qu'en fait, on fait travailler les gens moins, quoi, c'est tout. Donc, en réalité, c'est un peu ça, c'est un peu ça en fait vers lequel il se dirige parce que en fait, ça, du point de vue de l'État et du patronat, c'est gagnant sur tous les tableaux. C'est-à-dire que le taux de chômage officiel baisse, et en même temps, on maintient l'armée industrielle de réserve. Et oui, c'est C'est-à-dire qu'on ça. maintient le fait que les gens, ils ont envie de travailler plus et donc ils sont prêts à travailler pour un peu moins pour pouvoir travailler un peu plus. Donc en fait, c'est le rêve, en fait, ce système-là. C'est le rêve, c'est-à-dire qu'en fait, Un on dit aux cauchemar. gens, ne vous plaignez pas, on est en plein emploi, et en même temps, on peut continuer à faire du chantage à l'emploi et jouer sur l'armée industrielle de réserve. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu ce qui s'est passé aussi aux États-Unis jusqu'à la fin de l'ère Obama, hein. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de voir ces stratégies-là et je pense qu'effectivement, tu as raison de mettre en avant le fait qu'il va y avoir un hiatus entre la micro et la macro, hein. Et oui, C'est-à-dire qu'effectivement, dans il y a une toujours. entreprise, moi j'ai été aussi dans des entreprises qui n'avaient pas bien, maintenant ça va, touche du bois. Euh, dans les entreprises qui vont pas bien, voilà, faire des concessions salariales pour sauver son emploi, bon, ça peut se comprendre. Personne n'a envie de se retrouver au chômage. Voilà, c'est pas facile, quoi. Donc, euh, donc évidemment, ça, quand on a été obligé de faire ce sacrifice-là, euh, on se dit finalement, c'est à tout le monde de le faire, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et oui. Et ça Donc, aggrave la crise pour tout le monde. il faut essayer effectivement de sortir de ces cadres microéconomiques ou personnels qui peuvent se comprendre. Moi, je ne peux pas blâmer des gens de sauver leur emploi comme ils peuvent. C'est humain et il n'est Ça pas dépend des question de rapports de ça. force et c'est comme ça dépend de ce que tu peux Mais je gagner pense aussi. qu'il faut, voilà, il faut compenser ça par en fait une politique macro qui change la donne et qui permette de renverser en fait ce rapport de force, quoi, justement. Mm. Donc c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui pour moi, je pense, c'est justement si la politique du prochain quinquennat, c'est le chantage à l'emploi comme forme de politique économique, comment on peut casser ce chantage à l'emploi? Et oui. Et alors comment? Je- Qu'est-ce qu'on Ah, il y a, fait? Non, mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs l'avantage, c'est qu'il y a des solutions, déjà. Euh, euh, Ensuite, ce n'est pas des solutions forcément très faciles, ce n'est pas des solutions clés en main, ce n'est pas le paradis demain. Enfin voilà, hein, il n'est pas question de vendre ça, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui se met en place autour de la garantie d'emploi. Certains vont plus loin avec le salaire à vie. Ça, ce sont des choses qui sont quand même, on peut discuter des détails, hein, mais le point commun qu'il y a avec tout ça, c'est plutôt que pour l'État ou la puissance publique de subventionner des emplois privés dont, au fond, on ne sait pas trop à quoi ils servent, euh, on va en fait créer des emplois publics qui vont rendre des vrais services, qui vont remplir des vrais besoins, des besoins qu'on aura définis démocratiquement. Toute la difficulté est là, on est d'accord. Mais c'est pas plus compliqué que d'essayer de faire croire aux gens qu'on a absolument besoin d'un drone ou ce genre de truc. Voilà. Ça me paraît pas voilà, quelque chose d'absolument impossible à faire, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Donc à partir de ce moment-là, on est dans une autre logique. Alors, ça veut dire euh, payer des gens, former des gens, les payer bien, sans doute plus qu'au SMIC d'ailleurs, pour effectivement casser ce chantage à l'emploi. C'est pas la même chose en fait de se retrouver dans un rapport de force avec un employeur quand dehors
comme on disait jadis, dehors il fait froid, donc j'accepte tout ce que j'ai parce que je suis bien au chaud à l'intérieur. J'accepte tout ce que le patron me dit parce que voilà, dehors il fait froid. Si dehors il fait un peu moins froid, bah, les conditions du rapport de force interne sont effectivement beaucoup plus sont différentes et sont changées. Donc ça, c'est un élément important. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ça ne fait pas changer la vie des gens, c'est déjà beaucoup au niveau microéconomique. Ça change le mode de production d'une certaine façon. Ça veut dire que en fait, le pouvoir public, plutôt que d'être toujours à la remorque du secteur privé en lui demandant de créer des emplois et en versant en fait des fonds publics pour lui demander de créer des emplois avec, bah, le secteur public prend ses responsabilités, crée des emplois euh, et d'une certaine façon laisse au secteur privé ses responsabilités. Si moi j'assure le plein emploi euh, par un système de garantie d'emploi, de salaire à vie ou de je ne sais quoi, euh, bah, j'ai pas à aider en fait le secteur privé à créer des emplois. C'est-à-dire, j'ai pas à demander au secteur privé de faire quelque chose qui n'est pas sa priorité. La priorité du secteur privé, c'est pas de créer des emplois, ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. La priorité du secteur privé, c'est la rentabilité. Donc, laissons le secteur privé faire ces histoires de rentabilité. Euh, Nous, on s'occupe de l'emploi d'une certaine façon. Mais du coup, Euh, ça amène la critique qui est celle de Benoît Boris, par exemple, qui dit ça divise le salariat et ça déresponsabilise les employeurs du privé. Et moi, ça, je l'entends. Je pense que c'est une partie juste. C'est que, en fait, ouais, du coup, est-ce qu'on ne peut pas prendre les trucs ma position est personnelle, c'est de dire qu'il faut attaquer les deux en même temps. Si on veut améliorer les conditions du travail, c'est il faut en même temps hmm, attaquer sur le plan de la garantie d'emploi et en même temps imposer aussi dans le secteur privé la solidarité dans les branches, créer des caisses spécifiques au sein des branches professionnelles. Enfin, tu vois, je pense que, à mon avis, on n'est pas obligé d'opposer les deux stratégies. Parce que Benoît Bourris, il est marrant aussi. Il dit ce truc-là, ça divise le salariat. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est pas compliqué, c'est que les travailleurs se saisissent des moyens de production et eux-mêmes fassent des caisses. Tu vois, tu dis, bon, bah d'accord, très bien. Là, tu vois, en termes de création de rapports de force, c'est pas beaucoup plus simple, entre guillemets, hmm. que créer des emplois publics, quoi. Mais ce que tu dis est déjà intéressant, c'est que toi, tu parles du coup d'avoir une garantie d'emploi qui soit au-dessus du SMIC. Moi, je pense aussi que ça devrait être un outil pour tirer le SMIC vers le haut. Je pense que ça va ensemble d'ailleurs. Et que Ouais. du coup, à mon avis, on peut tenir sur ces deux jambes. Ça veut dire public d'un Et côté moi, et enfin, privé de moi, l'autre. dans mon esprit, il y a pas d'opposition. On est C'est-à-dire que d'accord. moi, la garantie de l'emploi, elle vient pour renforcer en fait déjà la position des salariés au sein des entreprises privées. Ensuite, on peut très bien imaginer euh, d'organiser la garantie de l'emploi sous des formes coopératives. Pourquoi pas? Enfin, moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est-à-dire avec un financement public, euh, avec des missions très précises qui seraient remplies, et puis voilà, on ferait ça. On peut aussi imaginer qu'à côté de ça, il y ait un système de secteur subventionné, mais qui effectivement soit géré démocratiquement, c'est-à-dire géré par les salariés, éventuellement les usagers et une partie de représentants des intérêts généraux, de l'intérêt général, d'une certaine façon. Hein, voilà. Là aussi, pour remplir des besoins précis. Mais pour moi, ce secteur-là, euh, que ce soit bien clair, c'est-à-dire que si on considère que ce secteur-là est un secteur privé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, bah, il peut ajuster ses effectifs. Quelle est sa priorité? Si sa priorité, c'est plus la production de profit, c'est de remplir en fait avec un certain effectif des besoins d'intérêt général, pour moi, il n'est plus dans le secteur On est passé à autre chose marchand. déjà là. On est passé à autre chose. Alors, moi, je suis un lecteur de Benoît Boris et je trouve que son point de vue est très intéressant. Lui élargit ça au secteur marchand, mais euh, je pense qu'il faut faire les choses par étapes d'une certaine façon et réfléchir là où on est euh, avant d'aller vers une socialisation complète de l'économie. Je pense que aujourd'hui, Bruno Le Maire est ministre de l'économie. Donc, il faut partir de ça, en fait. Il faut Ce partir de réel-là, c'est de l'existant. là où on part, effectivement. Voilà, donc il faut faire des propositions
on peut avoir des objectifs, et moi je trouve que, encore une fois, ce que propose Bodo Boris, ce que propose François Morin de son côté, ce que propose Friot, tout ça Friot, sont ouais. des choses extrêmement intéressantes. Ça ouvre des perspectives, en tout cas, ça c'est Et, clair. moi, je veux bien en discuter comme objectif, et il n'y a aucune difficulté. Mais je pense que déjà, la première des choses, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a euh, quelque chose qui est un peu à disposition tout de suite. C'est-à-dire que la garantie de l'emploi, quand on en parlait, moi j'ai fait des premiers papiers il y a 2, 3 ans sur la garantie de l'emploi. Les gens vous rigolaient à la figure. Un de mes confrères m'a traité de vieux soviétique parce que je voulais faire de tout le monde des fonctionnaires. Donc, ça, c'était avant. Aujourd'hui, en fait, on voit bien en fait, c'est plus intéressant que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui paye, qui peut aller jusqu'à payer 12 millions de salariés du privé. Donc, à un moment, il faut se dire, est-ce que c'est pas plus absurde que l'État, en tant que représentant des intérêts communs et de l'intérêt général, paye 12 millions de salariés du privé à faire on ne sait pas quoi, rien. Bon. En tout cas, à maintenir en vie des entreprises privées dont on ne sait pas quel est l'intérêt en réalité en termes de biens communs, plutôt que de créer ces emplois pour remplir des missions qui vont rendre des services à chacun et qui vont parfois aussi pouvoir satisfaire des besoins urgents, notamment dans la transition écologique. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre là de l'immédiat, c'est quelque chose qu'on peut faire en fait. Hmm. On voit très bien que quand on veut, on a les moyens de le faire. C'est ça aussi que nous apprend la crise, c'est-à-dire que en janvier 2020, il y avait de l'argent pour rien. Il fallait faire la réforme des retraites pour faire des économies sur les retraites. Et puis en mars 2020, les vannes s'ouvrent et puis on trouve 200 milliards. Quoi. Donc, en fait, les 200 milliards, ils étaient là. Bon, donc, Hmm. donc on peut, on a en fait aujourd'hui les moyens de le faire et une forme de justification. Donc, c'est un premier pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait immédiatement dans la garantie de l'emploi. Après, je sais bien, c'est une béquille, ça maintient l'exploitation et donc il faut réfléchir à l'exploitation. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Mais quand même, l'exploitation sans le chantage à l'emploi, c'est une autre forme d'exploitation déjà. Oui, oui, c'est ça. C'est quand même le nœud, c'est quand même le nœud en fait de la marche du système capitaliste, c'est la Mais ça va marchandisation de clairement faire l'emploi. des. Oui, oui. Ça Donc va faire des débats effectivement, à gauche, ça c'est sûr. si on arrive à briser la marchandisation de l'emploi ou à la réduire, on a fait déjà un pas de géant. Après, on s'organise et on fait autre chose. Euh, et effectivement, je pense qu'il faut. Mais encore une fois, la garantie de l'emploi, bon, dans la façon dont elle est présentée par des gens qui sont des keynésiens, en fait, hein, les gens de la MMT sont plutôt des keynésiens, donc ils ne sont pas des socialistes, hein, ils ne sont pas là-dessus. Mais la façon dont c'est présenté, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que la garantie de l'emploi, ce n'est pas des emplois de fonctionnaires classiques. D'ailleurs, ça peut être aussi une critique qu'on peut lui faire, mais où en fait, ce sont des gens qui sont au service de l'État. Hein. Là, c'est géré en fait au niveau local, démocratiquement, en partie par les gens qui assurent les missions, en partie par les représentants locaux. On peut imaginer qu'il y ait des usagers qui soient partie prenante dans les décisions qui sont prises. Bref, ça peut être un noyau en fait de démocratisation de l'emploi. Et c'est quand même intéressant parce que aujourd'hui, on l'a dit, hein, l'État est au service en fait du capital. Donc ça veut dire que ça met les fonctionnaires un peu en porte-à-faux vis-à-vis de leur situation de représentants de l'intérêt général. Donc peut-être que ça peut aussi être une façon de réfléchir euh, à une évolution de la fonction publique qui soit plus démocratique et où justement les fonctionnaires remplissent des rôles d'intérêt général de façon consciente et ne soient pas soumis en permanence à cette pression
en fait de l'État central qui vient Des leur nouveaux dire managers n'oubliez pas, publics, etc. voilà, n'oubliez pas que vous êtes voilà, dans l'éducation nationale, n'oubliez pas que vous devez former en fait des bons soldats pour les entreprises. Dans le service de la santé, n'oubliez pas que vous devez être plus ou moins rentable, n'oubliez pas, voilà. Hmm. Donc voilà, je pense il y a là tout ça mérite évidemment qu'on réfléchisse de façon posée et, euh, et qu'on confronte les points de vue et tout ça. Mais je pense qu'il y a en tout cas un noyau, en fait, qui est extrêmement intéressant et qui peut quand même en partie sortir parce que euh, je vais. Tu me dis si je parle trop, hein, Non, non, mais c'est parce que c'est mais intéressant, donc sinon je t'aurais coupé. ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, en définition de garantie de l'emploi, on définit des secteurs qui sortent en fait de la logique marchande et donc qui sont en fait les secteurs des communs en réalité. Donc ça oblige en fait les pouvoirs publics à définir ce dont tout le monde parle, mais dont personne ne s'occupe, qui sont en fait les communs. Euh, Qu'est-ce qui est de l'ordre du commun? Qu'est-ce qui fait que effectivement on ne peut pas gérer tel ou tel secteur comme euh, on gère un magasin de chaussures. Voilà. Donc, qu'est-ce qui doit sortir en fait du domaine de la marchandise? Et en fait, quand on va sortir des secteurs du domaine de la marchandise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, progressivement, on va sortir ces secteurs de l'obligation de la croissance, en réalité. C'est-à-dire non pas forcément de l'obligation du profit en tant que tel, mais de l'obligation, en fait, d'augmenter le profit en permanence. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un chemin pour l'économie qui est tout à fait nouveau et qui apporte quand même des réponses très concrètes et très directes à, à l'aporie dans laquelle sont nos dirigeants, qui est qu'ils veulent la croissance tout en faisant la transition écologique et puis en faisant baisser la production de CO2, etc. Et ça, on voit très bien qu'en fait, ils font le grand écart et que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver autre chose. Et l'autre chose, ça peut être effectivement de se libérer en fait de l'emprise de la marchandise en créant des secteurs qui précisément n'ont pas comme ambition de croître à l'infini tout le temps, mais qui au contraire ont pour ambition de répondre à des besoins précis, définis démocratiquement. Hmm. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, on peut gérer ça en fait par le temps de travail. C'est-à-dire si on a besoin de plus de personnes, bah, on baisse le temps de travail euh, euh, qui est travaillé par les gens qui font ça. Et puis, bon, on remonte un petit peu, voilà, on peut ajuster ça. À mon avis, on se retrouvera dans une situation où on devra plutôt le baisser. Donc, ma foi, je pense que c'est pas désastreux, c'est plutôt bien. Donc, on arrive en fait à conjuguer plusieurs. Euh, je trouve, avec cette proposition, si on la pousse un peu, c'est-à-dire si on n'en fait pas la béquille en fait d'un marché du travail qui fonctionnerait pas, et puis on dirait ah bah oui bon bah vous avez quand même ce truc-là, on va pas vous payer trop parce que sinon vous voudrez plus travailler dans voilà moi la différence que j'ai entre moi et les gens de la MMT, c'est que les gens de la MMT disent surtout il faut pas que ça rentre en compétition Et avec oui, c'est ça que j'ai du mal à l'économie comprendre privée. aussi, hein. Mais cela Moi, à dit, titre personnel, je pense que ça doit rentrer en compétition. En fait, ça ne doit pas être la question. La question, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et ça rentre en compétition avec, par exemple, un secteur intéressant qui est celui du nettoyage industriel, qui est un secteur très faiblement, rentable, avec une forte main-d'œuvre et très peu de gains de productivité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le profit, il est réalisé sur le taux d'exploitation, il est réalisé sur les salaires des gens et sur les conditions de travail. Est-ce que ça, c'est intéressant d'un point de vue général? Est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire notre priorité, c'est qu'en fait, on ait des locaux propres un peu partout, que ce soit fait par des gens qui soient bien payés pour le faire, plutôt que des gens qu'on va faire travailler comme des esclaves, pardon, mais un peu, dans des conditions de travail absolument insupportables pour maintenir un taux de rentabilité de 2 ou 3 dont l'essentiel ira d'ailleurs souvent au Luxembourg et à Jersey. Bon, voilà, moi,
c'est des questions toutes simples. Je ne vois pas pourquoi une garantie de l'emploi préserverait en fait ce type d'entreprise. Hmm. À titre personnel, je ne vois pas l'intérêt. Par Il y a, contre, il y je a- vois l'intérêt de ne pas la préserver en termes de bien commun et d'intérêt général. Donc voilà, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ce qui est fait actuellement, ce qui est proposé actuellement. Mais je pense qu'il faut réfléchir à fond sur cette idée-là parce que je pense que c'est un levier assez intéressant en fait hmm. pour contrer, en fait, c'est pas simplement un rêve, quoi. C'est vraiment pour contrer, en fait, l'offensive qui va venir, à mon avis, assez fortement à partir de 2022. Et je pense que du coup, il y a pour moi un terme que je trouve extrêmement porteur, déjà parce qu'il y a sécurité sociale dedans. Ce serait la sécurité sociale professionnelle. Pour moi, c'est vraiment un des trucs vers quoi je pense qu'on peut justement prendre ces espèces de contradictions entre la garantie d'emploi d'un côté, les trucs, voilà, créer des caisses intra-branches de l'autre, etc. Saisir en même temps public-privé. Là, cette logique d'extension de la Sécu, en fait, à la question du travail. Et je trouve que ça, c'est ultra porteur et que ça Ouais, permet de ouais, saisir encore une différentes fois. idées en même temps. Tu peux même mettre dedans la question du coup de salaire à vie, slash revenu de base, machin. En fait, l'idée, c'est de dire, il faut qu'on ne soit plus en situation de craindre en permanence sous qui le chômage, qui une perte de revenus ou un souci en termes de revenus, quoi. Et là, tu as un espèce de projet qui est extrêmement cohérent, hein, qui intègre d'un Ouais. côté le rôle des pouvoirs publics, de l'autre, du coup, tu remets au centre des caisses gérées collectivement, et une sécurité sociale, du coup, qui intègre les enjeux du travail. Et moi, je trouve que ça, c'est bah, tu vois, évidemment qu'on a déjà les bribes de ça via l'assurance chômage, via les questions qu'on se pose, que c'est très bien aussi sur la garantie d'emploi. À mon avis, on tourne autour de ce truc-là. Et je pense qu'une bonne, ça c'est mon humble avis, une bonne manière de saisir ça en même temps, c'est d'appeler ça sécurité sociale professionnelle. Là, Oui, on je pense. aboutit à Enfin, un de projet toute qui façon, est on a en porteur. France, en tout cas, quelque chose qui est et qui fait que, en fait, quand on lit les, euh, les auteurs de la MMT, on est un peu en décalage, hein. Là, on va avoir la sortie la semaine prochaine du Stéphanie Kelton, En français, oui. la semaine suivante en français du Pavlina Tcherneva sur la MMT générale et puis la garantie d'emploi en particulier. Et on sent bien quand on dit ça que nous, Français, on est un peu en décalage parce qu'on a la Sécu, en fait. Donc c'est quelque chose, en Et fait, oui, où déjà on a quelque chose qui est de l'ordre de. Et c'était le but, en fait, de cette sécurité sociale, hein. C'était la démarchandisation c'est d'une ça. partie de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, en fait, aujourd'hui, on est soumis à une logique de la marchandise qui est un peu une logique nécrosante, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on attend tous la destruction créatrice, on voit la destruction, on ne voit pas la création. Alors, on nous explique qu'il faut attendre, qu'il en faut plus, que machin, bon, ok, très bien. Euh, mais en fait, voilà. Bon. Donc, soit on continue à attendre ça en se disant, ah bah si, on va tous être dans des secteurs super innovants et ça va être génial et on finira tous en fait livreurs Uber. Voilà, bon, très bien. Euh, ou alors on prend les devants et on décide d'élargir en fait cette sécurité sociale. Effectivement, moi c'est aussi comme ça que je le conçois, hein. Mais c'est vrai que du coup, le fait qu'aujourd'hui on puisse parler de la garantie d'emploi dans le débat autour de la MMT, qui par ailleurs il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la MMT a permis en tout cas de poser cette question-là. Et je pense qu'il faut la naturaliser en quelque sorte. Il faut Hmm. l'intégrer dans le débat français. Mais je pense que c'est une solution qui aujourd'hui me paraît intéressante pour relever beaucoup de défis très urgents. Ouais, complètement. En tout cas, c'est porteur de. Ça donne à penser, et je pense que plus on va mouliner ça collectivement, hein, parce qu'il faut surtout pas que ça reste dans les cénacles d'économistes hétérodoxes qui discuteront très doctement de est-ce que le mieux c'est X, Y. Il faut absolument que ces questions-là, elles infusent hein, collectivement. Et moi, ça, c'est pour moi une Alors, en priorité fait, moi, absolue j'attends dans. un peu, c'est vrai, la traduction politique. C'est-à-dire, la traduction Et, politique, c'est la traduction pratique, d'une et certaine syndical façon, hein. aussi. Les deux, tout Donc, ça étant lié, c'est politique sûr. et syndicale, Mm. voilà, c'est la traduction pratique. C'est-à-dire, comment, en pratique, on peut sortir simplement du slogan et dire, bah voilà, on va mettre ça. C'est d'ailleurs, même si c'est pas la garantie de l'emploi, mais c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le dernier bouquin de Friot, hein, on voit bien, mais dans ceux d'avant aussi d'ailleurs, hein, on voit bien le côté très pratique en fait hein, de cette proposition. Donc,
en partant justement de l'existant, de la sécu, des choses comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses possibles. Il faut simplement s'en saisir, peut-être sortir d'autres débats pour plutôt s'intéresser à ça, parce que je pense que on est vraiment avec cette question-là, la question de la marchandisation du travail, sur un élément qui modifie le mode de production. C'est pas seulement un élément comment, de soutien social, ou comme le disent la MMT, hein, d'ajustement, c'est-à-dire bon, on n'ajuste plus par l'emploi, mais pas par autre chose. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et, et ça va beaucoup plus loin de ça parce qu'on est dans la situation du capitalisme qu'on a décrit précédemment. Donc je pense que voilà, c'est un peu la différence que je fais moi, en tout cas avec le revenu universel, que je perçois plus comme une forme de roue de secours d'un marché du travail qui, de toute façon, comme on l'a décrit à l'instant, ne pourra pas satisfaire tout le monde. Donc, bon, on vous dit, bah, prenez un ticket, attendez, puis en attendant, on va vous donner un peu d'argent pour que vous continuiez à consommer, parce que c'est quand même ce qui fait fonctionner la, la machine. Euh, donc, voilà, bon, moi, ça me semble une logique totalement différente de dire on va définir des missions d'intérêt général, on va définir des communs, on va mettre les gens en mesure de remplir ces missions-là en autonomie, de façon démocratique, et on va les sortir complètement du chantage à l'emploi, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas être la roue de secours euh, du marché de l'emploi privé, mais on va être en fait une substitution de ce marché-là. Mmh. Mais c'est vrai que du coup là, il y a une question qui se pose, alors qui s'est posée dans le chat en disant, du coup la construction du rapport de force pour arriver à ça. C'est vrai que finalement dit comme ça paraît pas forcément beaucoup plus simple que, de Non. dire qu'on va socialiser les moyens de production. Donc effectivement, ça va enfin en tout cas c'est ça qui va animer les discussions politiques, et syndicales aussi, chez nous et à gauche quoi. C'est clair que ça va Mais amener des discussions. j'ai rédigé la postface de la version française du Tcherneva là, qui va sortir en mars. Alors Tcherneva, rappelle Euh, juste pour tout le monde, c'est Pardon, pas justement Vina Tcherneva, donc c'est une économiste de la MMT aux États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle La garantie de l'emploi, qui explique justement la vision MMT de la garantie de l'emploi. Donc ça sort à la découverte durant le mois de mars. Voilà, j'ai rédigé la postface de ce livre-là. Et moi, c'est ce que je. Alors, j'y explique ce que je viens de vous expliquer, grosso modo, mais en expliquant bien à la fin que précisément parce qu'on est au cœur en fait, de ce rapport de force euh, euh, autour de l'emploi et autour du marché de l'emploi, effectivement, c'est en fait beaucoup plus compliqué à faire accepter euh, aux, aux classes dominantes que le revenu universel. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui le gouvernement se dire ouvert au revenu universel. Bon, alors c'est pas tout à fait le revenu universel tel que qu'on le propose un peu plus à gauche, mais on voit très bien qu'en fait, pour ne pas laisser monter cette question de la garantie de l'emploi, on va essayer en réalité de mettre en avant cette question du revenu universel parce que ça sauvegarde en fait le rapport de force d'une certaine façon. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a un vrai débat politique, syndicaliste, je dirais, de conflit capital-travail Clairement. qui est essentiel autour de cette question-là. Et je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui euh, c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus accepté qu'en France. Parce qu'en France, en fait, comme il y a déjà beaucoup enfin, il y a déjà beaucoup, Il y a ça a l'assurance beaucoup chômage, il y a la baissé, mais sécu, il y a quand tout un même paquet déjà un d'institutions, cadre ouais. social important. Mmh, mmh mh. On voit très bien qu'en fait, une garantie d'emploi en France, ça aurait une conséquence beaucoup plus forte qu'aux États-Unis, par exemple, sur le rapport de force capital-travail. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un décalage entre les deux rives des États-Unis. Et raison pour laquelle je pense que la sécu, justement, c'est quelque chose qui est suffisamment évocateur chez nous pour que justement ça puisse donner des prises, quoi, tu vois, pour l'action Ouais, et pour derrière bien se sûr, mobiliser. Parce qu'on comprend que c'est la sécu, on voit ce que ça produit de positif dans nos vies, on voit ce que historiquement ça a produit. Donc pour moi, rattacher ça à la sécu,
Ça donne vraiment quelque chose qui, d'un seul coup, tu vois, on sait comment s'y rattacher, quoi. Tu vois, d'un point de vue, Mais c'est vrai que même vraiment, symbolique, quoi. il y a quelque chose qui est, si véritablement la gauche ou des partis, pas forcément, enfin, j'en sais rien, je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques, mais si quelqu'un défendait réellement cette idée de garantie d'emploi ou de sécurité sociale des parcours, c'est sûr qu'on aurait une réactivation de la lutte des classes de la lutte des classes, elle est toujours là, mais on la réactiverait politiquement pour le coup, Mmh. parce que là, pour le coup, on touche à quelque chose de vraiment très sensible au sein du fonctionnement même de l'économie capitaliste, hein. Et je sais que vous avez lu, je crois, le papier que j'avais écrit sur l'inflation, où je citais ce fameux texte de Kalecki sur est-ce que les capitalistes peuvent accepter le plein emploi. Quand je dis plein emploi, c'est pas le plein emploi américain de 2019, hein, c'est un vrai plein emploi. C'est-à-dire un plein emploi où les gens ont tous un salaire à temps plein, où ils sont bien payés, où ils peuvent vivre décemment avec. Est-ce que les capitalistes sont capables d'accepter ça? Kalecki répond non. Euh, et je ne suis pas très loin de répondre comme lui d'ailleurs. Et donc à partir de ce moment-là, on est sur une lutte politique Eh oui. qui est très forte. Bien sûr, bah, on le lira, tu vois, sur le stream, ce texte de Kanevski qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Je l'avais lu quand j'étais plus petit, même si je suis pas très grand non plus, mais et en Il est plus, connu, mais il faut ah, mais toujours s'en souvenir. Kaleki, moi, pour moi, il fait partie de ces grands économistes qui sont qui sont justement pas très connus, mais Ouais. qui gagnent à l'être, et du coup, on le lira, on le lira en live, un de ces quatre. Donc, c'est très bien que tu l'aies cité, effectivement. Et tiens, ça nous ramène à des questions un peu plus, puisqu'on parlait un peu de conflit capital-travail. Cette question de l'épargne Covid là, qui va intéresser beaucoup de gens, on parle quand même d'à peu près, ouais, ça va être 200 milliards d'euros hein, d'ici fin de l'année 2021, c'est quand même pas rien. Un élément, c'est que qu'il ne faut jamais oublier, je pense, c'est que dans la période, même si les données sont pas encore stabilisées, c'est essentiellement les 20% les plus riches qui ont concentré cette épargne. Mm. 70% de l'épargne concentrée chez les 20% les plus riches, donc même si les 20%, c'est vaste hein, et c'est vague, entre le top 1% et le top et le début des 20% les plus riches, c'est pas le même niveau de vie. Mais d'autre côté, ce qui est intéressant et dramatique, c'est que du côté des 20% les plus pauvres, là par contre, c'est l'endettement qui a cru. Mm. Donc on a vraiment hein, un conflit de répartition très, très clair entre 2 niveaux de la société, quoi. Les conséquences du Covid sont effectivement pas les mêmes, qu'on soit, puissant ou qu'on soit, moins puissant pour le coup, du point de vue, des revenus en l'occurrence. Et du coup, comment est-ce que tu analyses cette question de l'épargne? Pour moi, c'est évident que la grande crainte de Bruno Le Maire, c'est qu'on se mette à prendre goût à la taxation et des plus revenus et des patrimoines. Mm. Alors d'abord, quand même, cette épargne, bah, c'est déjà la réalisation des limites de la politique qu'on a évoquée auparavant. C'est-à-dire une grande partie de cette épargne supplémentaire, hein, ce n'est pas de l'épargne normale, c'est de l'épargne qui vient en plus de l'épargne normale enfin, que l'on constitue normalement en France, même si normalement ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin disons en moyenne. Euh, donc ce surplus d'épargne, il vient d'où? En fait, il vient des aides d'État. Donc c'est un transfert de l'État vers les ménages. Et effectivement, il y a une partie de cette épargne qui n'a pas été consommée, enfin de cette épargne, de ces revenus qui n'ont pas été consommés, soit parce que il y a des restrictions, hein, on ne va plus au restaurant, on ne va plus au théâtre, on va plus, voilà, bon, on va plus en voyage, bon, euh, soit parce que en fait, on a peur de l'avenir et qu'on en met un petit peu plus de côté que d'habitude. Et qu'on a donc réduit en fait notre consommation, y compris de choses qui sont ouvertes et disponibles sur le marché aujourd'hui. Donc, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que en fait, euh, cette épargne, c'est de l'argent public au départ. Euh, donc, une partie de cette épargne retourne en fait via l'endettement public. Donc, on se dit bon, bah, finalement, ça peut rester comme ça et c'est très bien. Sauf que il faudrait que cet endettement public, donc dans lequel l'État vient piocher pour s'endetter, serve à quelque chose. S'il sert uniquement à la politique de l'offre, en fait, on a un transfert de l'État vers les ménages, vers ensuite
comment les entreprises privées. Bon, euh, charge à elles de savoir ce qu'elles en font. Bon, ça, on sait très bien en fait comment ça finit. C'est que en fait, en grande partie, ça finit sous forme d'épargne d'entreprise qui en fait va dans les circuits de la financiarisation. Deuxième élément, la répartition par les ménages, comme tu l'as dit. Pourquoi les 20% les plus pauvres ont vu leur endettement dette augmenter? Ben, en fait, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas couverts par les aides gouvernementales. Donc, en fait, ils ont eu un peu au début, pendant le premier confinement, quelques aides via l'activité partielle, mais en fait, comme eux, ils sont pas couverts par ces choses-là, le peu qu'ils ont constitué pendant le premier confinement, ils l'ont dépensé ensuite pour pouvoir vivre. Donc, ils pouvaient un peu normalement. Puis ensuite, bah, ils sont endettés, ils ont ajusté, voilà. Bon. Donc ça pose un vrai problème, parce que pour le coup, ça veut dire que dans le flux d'argent qui va de l'État vers les ménages, que tout le monde applaudit parce que effectivement on a sauvegardé les revenus, etc. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a une partie qui va à des gens qui n'en ont pas besoin, en fait. Et puis il y a une partie qui ne va pas à des gens qui en ont besoin. Bon. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des limites. Hein. On parlait, je reviens un peu en arrière, mais on parlait, est-ce qu'on va continuer comme ça à arroser le secteur privé avec des activités partielles, etc. Il faut avoir en tête qu'en fait, quand on fait ça, il y a des effets de répartition qui sont problématiques. Donc, effectivement, quand on se retrouve comme ça, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème effectivement de reprise de l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, bah, cette épargne, c'est autant d'argent qui ne sont pas, qui ne viennent pas à la consommation, et donc ça va baisser en fait le niveau de consommation et donc le niveau d'activité. Bon. Ça, c'est la lecture, à mon avis, un peu basique en fait. Euh, je l'ai faite, hein, donc, je le dis pour moi, mais elle est un peu basique. Bon. Elle est un peu basique parce qu'en fait, une grande partie des gens qui ont cette épargne, à l'exception des plus riches d'entre eux, qui constituent une grosse partie de l'épargne, mais quand même, bah, eux, ils ont peur, en fait, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, ils ne savent pas quand la crise sanitaire va se terminer, ils ne savent pas s'ils vont garder leur emploi après, ils se disent qu'ils entendent Bruno Le Maire parler de la réforme des retraites tous les matins, on entend la réforme de l'assurance chômage, donc ils se disent, si je suis au chômage, il y a un risque que je sois au chômage, si je suis au chômage, j'aurai moins d'argent et je ne pourrai pas payer ma retraite. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'argent de côté. Épargne de précaution, quoi. Épargne de précaution, et à ce moment-là, effectivement, c'est de l'argent qui ne retournera pas dans le circuit économique. Mais moi, je n'ai pas envie de dire à ces gens-là, ah ben non, ce que vous êtes bête, il faudrait que vous dépensiez, parce que comme ça ferait de l'activité. Pour dire ça, il faudrait se donner les moyens de relancer l'activité. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, le schéma, c'est pas les épargnants dépensent leur épargne et ça crée des emplois, c'est on crée des emplois et donc les épargnants dépensent leur épargne et donc à ce moment-là, on a un élément favorable pour l'activité. En fait, c'est ça. Le schéma, il est pas comme on nous le dit au quotidien. Il est inversé. Il faut d'abord en fait relancer pour pouvoir avoir l'utilisation de cette épargne. Donc ça, c'est la problématique. C'est pour moi essentiel. C'est de dire on ne peut pas euh, taxer l'épargne de gens qui ont peur. D'abord, si on taxe l'épargne de gens qui ont peur, ça ne les fera pas dépenser leur épargne. Ils paieront en fait la taxe pour pouvoir garder l'épargne. Donc, il n'y aura pas Ça d'effet. diminuerait pas le stock d'épargne, c'est ça que tu veux dire, sur ceux qu'on irait. Attention, je parle des gens qui se constituent une épargne de précaution, C'est ça. On qui parle pas des sont souvent 20% les des plus gens de la riches. classe moyenne ou des classes populaires qui ont constitué un surcroît d'épargne parce qu'ils voient la situation. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne solution en fait de les pénaliser pour ça. En revanche, il y a toute une partie, et c'est une partie importante de ce surcroît d'épargne. Hein. Tu l'as dit,
euh, les 20%, les 10% les plus riches, qui eux, en fait, ont ce surcroît d'épargne, n'ont pas eu forcément de baisse de revenus, Et oui, voire pour les plus riches qui sont principalement investis sur les marchés financiers, qui ont des revenus liés aux marchés financiers, ben, ils ont continué à gagner de l'argent, plus d'argent, donc ils n'ont pas besoin de cette épargne. Et donc, cette épargne, qu'est-ce qu'ils en font? Bah, ils la remettent encore sur les marchés financiers. Comme les marchés financiers sont subventionnés par les banques centrales, ils en gagnent encore plus d'argent, dont ils ne font rien. Et là, on a, à mon avis, euh, la taxation, elle se justifie. C'est-à-dire, cet argent qui circule sur les marchés financiers, qui est, je le rappelle, de l'argent issu de la redistribution publique, il est mal employé. Et à ce moment-là, l'État est justifié d'aller le reprendre via une taxe pour le redistribuer à ceux qui sont les trous dans la raquette des aides d'État du Covid et qui se sont endettés. Donc je pense qu'il faut, en fait, quand on parle de l'épargne Covid, il ne faut pas penser tout de suite on va faire un impôt sur l'épargne avec un taux de X sur tous les livrets A, voilà, et oui, c'est puis on ça. n'en parle plus. Ça, c'est le Je chiffon pense que va qu'il agiter le faut, gouvernement pour dire, et d'ailleurs, quand il dit oh, je ne veux évidemment, pas taxer les Français, et ce qu'il veut dire concrètement, évidemment, c'est qu'il ne veut pas taxer les plus riches. mais comme toujours, à chaque fois, il fait ça. On ne Oui, taxe pas les Français et en fait, c'est simplement pour préserver les plus riches. On avait un outil qui n'était pas parfait, qui était l'ISF, sur les patrimoines mobiliers qui existait jusqu'en 2018. Il était loin d'être parfait, à mon avis, peut être amélioré, mais il avait au moins cet avantage, et bien justement, de pouvoir prendre le surcroît d'épargne que moi une j'appelle partie, au moins inutilisé. une partie. Alors, voilà, au moins une partie. Mais on peut prévoir une taxe exceptionnelle. C'est bien si on rétablit l'ISF, mais si on peut en plus prévoir une taxe exceptionnelle sur les patrimoines de plus de gna ou sur les revenus du capital qui ont excédé une telle somme, etc., Bien sûr. pourquoi pas? Et surtout, Et à ce l'avantage, moment-là, c'est que si effectivement, on est pour moi, malin, on pourrait très bien dire on fait une taxe exceptionnelle sur les au patrimoine, mais en fait, Bruno Le Maire l'a bien compris. Ce qui est exceptionnel devient toujours la norme. Ça veut dire un truc comme le CICE qui coûte 20 milliards par an pendant un moment, ça devient la norme, quoi. Il y bien a une baisse sûr, de cotisation. Donc, ce qui est gagné par le patronat devient la norme. Donc, il a très peur que ce qui est gagné pour simplifier par le travail le soit aussi pour très longtemps et que c'est aussi exactement ce bien qu'a dit sûr. François Bayrou, hein. Personne ne le fait, puis vous comprenez, ça durerait pour trop longtemps. Ils ont très très peur qu'on s'habitue, on se réhabitue à la hausse taxation, enfin, pardon, à la taxation des hauts patrimoines, notamment. Mais là il faut quand même dire que c'est une particularité, c'est-à-dire cette épargne accumulée par les plus riches, c'est pas le fruit de leur travail, c'est Jamais pas été le le fruit de fruit leur de leur travail. mérite. Hein, c'est jamais, ça ne l'est jamais, on est d'accord. Mais là, pour le coup, ils pourront pas nous faire croire que c'est parce qu'ils travaillent plus dur que les éboueurs qu'ils ont eu cette épargne supplémentaire. Ah bah là, C'est parce qu'on c'est les a payés à impossible à rien défendre faire pendant socialement. certains mois. Non, mais voilà, c'est des transferts de l'État. Donc l'État reprend ce qu'il a donné en trop. On peut considérer que dans l'urgence de la pandémie, l'État déverse sur tout le monde comme il peut parce que c'est compliqué, donc on fait au plus simple. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on peut constater les effets pervers de cette situation-là, on peut corriger. C'est ça les impôts exceptionnels, c'est de corriger. C'est pas un impôt exceptionnel sur la chair, le produit du travail, je ne sais quoi. C'est l'impôt exceptionnel sur ce qu'on vous a donné en trop. En fait. C'est une sorte de trop perçu, en fait. Et donc, d'une certaine façon, euh, ça me paraîtrait tout à fait légitime de récupérer ce trop perçu pour le redistribuer aux gens qui sont aujourd'hui dans la détresse sociale et qu'on voit, plutôt que d'aller faire des appels à la charité ou à je ne sais quoi, comme l'avait fait Darmanin l'année dernière. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc voilà, la question de l'épargne, elle est là pour moi. Il y a deux leurres. Il y a effectivement ce leurre de l'impôt et puis le leurre qui constituerait à dire ah, mais si les gens gardent leur épargne, en fait, ça repartira jamais. Ben, oui, évidemment, ça repartira jamais s'ils gardent leur épargne, sauf si on fait un vrai plan de relance à côté.
C'est-à-dire que le problème aujourd'hui du gouvernement, c'est de considérer qu'il n'a pas besoin de faire de politique de demande parce qu'il y a cette épargne. Or, tant qu'il ne fait pas de politique de demande, l'épargne ne bouge pas parce qu'on a peur de l'ajustement. Donc, en fait, ça justifie une politique de demande. Ça justifie une politique de relance. C'est-à-dire, on fait une politique de relance, ça va mieux, on évite l'ajustement par l'emploi, et à ce moment-là, l'épargne sera redépensée, ce sera un surcroît d'épargne redépensé, et ça permettra de remettre de l'huile dans les rouages. Mais en attendant, on ne peut pas attendre que les gens dépensent leur épargne en leur disant mais on va faire aussi la réforme des retraites, mais attention, il faudra rembourser la dette, mais Et ça n'a voilà, aucun sens. Ça n'a voilà, aucun ça n'a sens. strictement aucun sens. Donc je pense que, alors ça c'est indépendamment du fait, c'est beaucoup plus large, vous en parlerez sans doute avec d'autres, de savoir si une politique de relance classique de la demande aujourd'hui, ça servirait encore à quelque chose, Alors voilà, ça c'est ce sera il y a des questions efficace, là-dessus dans le ça, chat, bon, hein. bah, c'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse simple. Euh, j'ai regardé un peu le plan Biden et choses comme ça. C'est compliqué de dire que ça n'a aucun impact parce que précisément, lorsqu'il est calibré, dans le plan Biden, par exemple, il y a des mesures sociales. Et donc, il y a des mesures qui vont améliorer directement la vie des gens. Et donc, il y a certaines personnes qui vont être mieux que d'autres, enfin, que s'il n'y avait pas eu ce plan. Donc, ça, c'est quand même, on ne peut pas dire que ça n'a aucun effet. Maintenant, au niveau macroéconomique, c'est sûr que le problème, c'est que, en fait, on a le sentiment qu'il y a une partie des mesures de relance de la demande qui finirait aussi dans les rouages de la Ah financiarisation, bien sûr. en Bitcoin, en Apple, en je ne sais quoi, en GameStop, en machin. Bon. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la question se pose plus vraiment dans ces termes-là aujourd'hui. La Mmh. question se pose plutôt effectivement sur euh, ce que l'État peut faire en tant qu'agent économique, mais finalement pour assurer euh, une sorte de bloc minimal de besoins, en fait. Euh, et donc, pour empêcher effectivement la pauvreté, pour empêcher le chantage à l'emploi, pour empêcher les dérives euh, environnementales, voilà. Donc, je pense que c'est compliqué aujourd'hui en fait de réfléchir, et je pense que c'est peut-être un élément positif de cette crise sanitaire, c'est que peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir en grand agrégat comment, macroéconomique et plutôt réfléchir autrement en termes de besoins, de missions, de choses comme ça. Pas entreprise à mission, hein, mais de mission Mmh. d'intérêt commun, et essayer déjà en fait un peu de sortir de, ce, de cette aporie de la croissance, parce qu'en fait, euh, on a le sentiment quand même qu'on court après une sorte de mythe qui nous détruit, et en plus, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire, on court après la croissance, on détruit la planète pour courir après la croissance, et en même temps, ça marche pas. On n'a pas de croissance. Donc on ne peut pas faire les politiques de redistribution. On ne peut pas revenir aux 30 glorieuses, à faire de la redistribution salariale, à faire ce genre de choses-là. Il faut faire autre chose. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on utilise en fait aujourd'hui ce nouveau pouvoir qui est celui de la création monétaire, dont les banques centrales se sont saisies à partir de 2008 pour faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire euh, maintenir cette fiction de la marchandise dont je te parlais, ou alors est-ce qu'on s'en sert pour remplir les besoins et les missions d'intérêt général et d'intérêt commun. Donc ça, c'est une vraie question qui fait que, voilà, après c'est compliqué parce qu'encore une fois, dans le plan de relance, il peut y avoir des choses très intéressantes et qui rendent des services à des gens qui en ont réellement besoin. Mais effectivement, est-ce que juste déverser 300 milliards, 500 milliards, ça sert à quelque chose? Ça, j'en suis moins convaincu. Eh oui, oui, non, mais ça, c'est la grosse question et pour moi, c'est s'il y a pas une logique de planification derrière, du coup, c'est aussi un problème, du coup, c'est
En fait, à Oui, on partir n'en du moment a où pas tu montres que parlé, tu mais ne j'ai vu que vous aviez Cédric Durand ah comme oui, oui, invité alors lui, il bientôt, est il est à fond là-dessus, et donc c'est il va vous en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que je pense qu'encore une fois, il y a un lien très intéressant à faire entre cette histoire de garantie d'emploi, de totalement. planification. Pour moi, Voilà. ça va ensemble. Hein. C'est que À partir du la moment où logique, elle est, on a défini des missions à l'État, des communs, euh, ce qui est de l'ordre de ce qui sort de la marchandise, bah, il faut organiser tout ça. et du coup, Et tu ça poses les s'organise questions, dans effectivement l'ordre et c'est là par où ça devient difficile, c'est que tu poses la question des besoins et ça, c'est marrant à chaque fois que je fais une formation, notamment, enfin, du coup, chez moi, hein, du coup, dans les syndicats, c'est vraiment ça, du coup, qui percute tout de suite d'un seul coup. C'est mais finalement, quand on se pose la question de quoi on a besoin, on produit pour répondre à quel besoin, tu vois? D'un Mhm. seul coup, hop, c'est vrai que tu te remets à Ouais, poser je les pense grosses que là, questions, tu vois? il faut lire, vous en avez peut-être déjà parlé, mais il faut Razmik lire Kechaïen, ouais. bah voilà, On a lu un article de c'est, lui, justement, dimanche dans notre petite revue de presse hebdomadaire. Mais effectivement, mais c'est pour moi la question fondamentale, c'est quelles institutions tu crées pour dire maintenant, il y a certains besoins qui doivent échapper pour le coup, pas seulement au marché, mais à la décision individuelle. Ça veut dire que ça se définit mais collectivement et en du fait, coup, c'est moins, à mon avis, c'est moins compliqué que ça n'en a l'air. Ça a l'air très compliqué comme ça, en fait. On se dit, ah ouais, mais en fait, personne n'est jamais d'accord. Bon. Euh, En fait, c'est moins compliqué que ça n'en a l'air parce que je pense que euh, aujourd'hui, on s'en remet en fait au marché finalement. C'est le marché qui règle eh cette beh, oui, histoire de mais besoin. clairement, c'est ça. Et finalement, on voit bien qu'il y a plein de choses dont on a besoin et qui sont pas là, tout bêtement. Et puis il y a plein de choses inutiles qui sont là. Donc, euh, je, je pense que voilà, c'est pas plus compliqué en réalité que de définir une politique économique classique. Euh, voilà, je pense que si on fait confiance à la démocratie, on doit pouvoir faire confiance à la capacité qu'a une communauté aujourd'hui à pouvoir définir ce dont elle a besoin. Et ce qui ne veut pas dire qu'on renonce à tout le reste. Hein, encore une fois, Mmh. Ah non, complètement. ça ne veut pas dire ça. Euh, Mais tu es mais d'accord pour dire que c'est pas des questions voilà. politiques qui sont minces et que forcément les Ah levées ben de non. boucliers en face vont être énormes. Ah oui, et Mais les oui. Ah soviétiques et ben bien sûr. blablabli et Mais enfin tu parlais voilà. de la sécurité sociale. Voilà. Bon, ça s'est Ah bah fait complètement. ça s'est fait dans une situation particulière qui était celle de l'après-guerre, mais ça se serait fait de toute façon. Donc il y a aussi des régimes économiques qui imposent en fait des prises de décision de ce qui paraît. Enfin, je veux dire, si tu prenais un politicien, même de gauche, de centre-gauche de la Troisième République en 1900 et que tu lui parles de la sécurité sociale 47 ans plus tard, le type te sort des grands yeux comme ça et te traite de cinglé et il te met en prison même. Totalement. Donc, donc voilà, il faut, évidemment, c'est pour ça que moi je pense aussi que même si on doit réfléchir aux objectifs, il faut aussi toujours réfléchir aux conditions historiques dans lesquelles on essaye de faire des choses. Et effectivement, je pense que là, la crise sanitaire ouvre en fait une nouvelle ère économique euh, et que donc il y a des opportunités de ce point de vue-là à réfléchir à ce type de. Enfin, cette réflexion, elle a été, elle s'est elle a été au cœur du premier confinement. Tout le monde s'est posé la question de Et savoir oui. ce dont on avait Et c'est ce réellement que dit besoin. Razmik d'ailleurs, il dit: «Ça a ouvert d'un seul coup la question que normalement on se pose pas parce que dans nos habitudes de consommation, dans nos rapports interindividuels et cetera, bon peu importe la médiation, capitaliste, tout ce qu'il y a de plus standard, évidemment d'un seul coup en fait, bah, on ces questions-là, elles nous échappent et en fait d'un seul coup tu reposes la question en même temps. Moi c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. En même temps du côté de la production, qu'est-ce qu'on produit d'essentiel et du coup, qu'est-ce et du côté de la «consommation» entre guillemets, de quoi on a besoin qui est essentiel et d'un seul coup, tu vois, tu te rappelles ce que le salariat fait que d'un enfin, en général, tu as tendance à oublier, c'est que, bah, produire et consommer, c'est en fait, voilà, c'est des choses qui sont intimement liées entre elles et Hmm. déjà qu'on a du mal à avoir le sens, au sens de, avoir la vision sur ce que ça veut dire, sur ce que fait notre travail, sur la destination de la production et cetera. D'un seul coup, on se repose ces questions-là qui sont, pas mineures, quoi et je trouvais que c'était il y En fait, avait c'est le tout début hein, du capital de Marx, c'est-à-dire c'est la c'est ça. marchandisation, elle est fondée en fait sur la division du travailleur, du consommateur, du producteur, du capital. Voilà, il y a un éclatement en fait de l'individu. Euh,
et il y a une aliénation du travailleur avec le produit de son travail. Donc, ce qui fait que le consommateur n'est pas censé être en fait le travailleur. Et effectivement, ce qui est intéressant dans la réflexion sur les besoins, c'est cette réunification du travailleur et du consommateur, de l'usager. Donc, je pense que voilà, on a quand même ce confinement nous a invités à réfléchir à ça. Et je dirais même de façon très intéressante, à la fois en disant le marché n'est pas la solution en fait pour remplir les besoins, tout simplement parce que voilà, si on attendait le marché pour gérer la crise sanitaire, bon voilà, c'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs, donc on voit bien le résultat. Et puis à la fois une gestion administrative bête et méchante des besoins qui consiste à mettre des rayons de supermarché sous plastique parce qu'on ne veut pas que les gens achètent des livres. Enfin, tout ça paraît complètement absurde. Donc, à la fois, on voit bien que la solution, elle est entre les deux. Elle est sur une réflexion commune, démocratique, plus que sur une sorte d'emprise bureaucratique. Voilà. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et dans la planification que proposent Razmig et Cédric Durand, hein, c'est le cœur de cette réflexion-là, c'est effectivement de démocratiser le processus de planification et le processus de définition des besoins. Moi, je pense que vraiment, c'est ça qui est au cœur du problème. Et enfin, on voit bien que cette crise révèle aussi ça, elle révèle le manque, en fait, aussi de processus démocratique et le fait qu'on est complètement, comment dire, on n'a aucune prise en fait sur les décisions qui sont prises, y compris encore une fois ces décisions totalement farfelues d'aller mettre interdire la vente de livres dans certains endroits pour je ne sais quoi puisque les librairies étaient fermées. Donc voilà. Donc là, du coup, la question, ce sera aussi non seulement pour les économistes, mais surtout pour les politistes, spécialistes de sciences politiques. On va avoir des institutions bien nouvelles à inventer, qui peuvent se baser sur des choses qui existaient avant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a un travail collectif qui n'est pas mineur, je crois. Hein. Et en fait, la sortie de la marchandisation, c'est aussi la fin des économistes. Hein. Pas pour toi. Eh ben voilà, donc du coup, je serai au Et chômage technique. en à cause de théorie, toi, on en finit. Bah non, autre chose. Mais ceci dit, moi aussi, hein, je suis journaliste économique. Donc moi, je c'est rêve que mon pareil. boulot devienne d'un seul coup très facile. Hein, tu vois, typiquement, je rêve, moi, qu'un gouvernement me dise, bon, bah voilà, vous êtes convoqué, bienvenue pour cette concertation. On passe à la semaine de 4 jours. Qu'en dites-vous? Et là, nous, on dirait, bah voilà, on va faire le compte-rendu. On n'aura pas grand-chose à dire de Mais il plus. y aura du travail quand même. Il y aura Et du oui, mais travail c'est parce qu'il ça, faut mais un travail organiser qui tout sera ça. tellement plus agréable. Oh là là, vivement. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, bah, en tout cas, merci Très bien. beaucoup, parce que je ne veux pas non plus te monopoliser pendant trop longtemps, mon cher Bah, Romaric. merci à vous. J'espère que ça aura été intéressant. Ah bah là, ça donne à penser, ça donne de la matière, et c'est tout ce qu'on essaye de faire. Hein. On donne pas de recette miracle, on donne des éléments d'analyse, et puis après, voilà, on se nourrit collectivement de ça, puis voilà, ça fera de la discussion, et ce sera, ça nous nourrit, et je pense qu'on a bien besoin de ça collectivement en ce moment. Le chat est très, très content, et ça a ouvert plein de portes de ce que j'ai lu. Et en conclusion, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que, on va dire, moi, en tout cas, c'est toujours la même. Il y a toujours une alternative. Maintenant, reste à les construire. Et c'est pas une masse à faire, voilà. Exactement. Bah, longue vie à la chaîne Twitch alors. Ah bah Et merci, c'est très merci sympa de ta part, de Romaric. m'avoir accueilli. Eh bah écoute, mais de toute Merci façon, beaucoup. tu reviendras bien un jour, j'espère bien. Et Oh, puis bah, on discutera toujours. d'autres choses. On sera passé au vrai monde d'après. Exactement. Avec Eh ben beaucoup de Romaric, plaisir. je te salue et je te remercie. Merci à tous. Au Très bonne revoir. soirée à toi. Salut Au Romaric, revoir. ciao. Est-ce que c'était pas trop bien? Ah oui, oh là là, on n'a même pas dit. Il a dit. Enfin, moi je remercie le chat, évidemment. C'était vachement sympa, non? C'est cool cette petite discussion, ça donne à penser. Abonnez-vous à Mediapart, écoutez Usul, il a raison cet homme-là. Abonnez-vous à Mediapart. C'est fini Usul, le truc, quand t'es jeune, c'est gratos là? C'était jusqu'à hier soir, je crois, non? Oups. Mais il a raison. Merde, c'est fini. Bon bah tant pis. Et Usul, j'espère que tu viendras discuter avec moi un jour aussi. Sur la chaîne, ce serait trop sympa de t'avoir. Pour ouvrir des réflexions, ouvrir un peu
de la discussion et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Comment tu vois les choses, toi? Tu m'as jamais invité? Bah oui, mais parce que j'ai peur de t'emmerder, moi. Et si occupé. Tu sais, quand on est devant des stars, on a peur, on est intimidé. Donc ce serait cool. Bah écoute, je vais t'inviter de suite. Envoyer un petit message. Ah ouais, mais non, mais c'est parce que tu m'avais invité en tant que CGT, c'est pour ça. Moi, je pouvais pas, tu vois, mettre mon boulot. J'avais pas de mandat, si tu veux, c'était compliqué. Mais là, en tant que moi-même, on va discuter. Avec plaisir. Bon, chers amis, c'était un plaisir, comme d'habitude, de vous avoir. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Romaric, en tout cas, c'est très agréable. Donc pour l'instant, on a quand même que des invités de qualité et un chat d'une extrême grandeur. Et voilà, tout ce que je lisais en même temps que j'écoutais Romaric, bah, c'est des éléments qui sont toujours pertinents, c'est toujours des éléments qui donnent à réfléchir. Et voilà, hein, on va continuer collectivement à construire tout ça. Et j'espère vous revoir bientôt. Je pense que je vous vois demain soir d'ailleurs. C'était vraiment très intéressant. Demain soir, je pense que je ferai une petite revue de presse parce que peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est pas sûr, je prendrai un long week-end pour dormir un peu parce que je fatigue à partir de jeudi, mais rien n'est encore sûr. Donc, dans tous les cas, je serai là demain soir pour quelques lectures, etc. Voilà. Je vous fais de grosses bises. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie. Ah oui, il faut qu'on raide quelqu'un. Alors n'oubliez pas que vous pouvez follow, que vous pouvez sub, tout ça. Enfin voilà, vous connaissez la musique. Ah, maintenant on est partenaire Twitch au fait. Ça veut dire qu'on va avoir encore plus de pognon collectif. Je n'ai toujours pas eu un centime, mais pour donner à des caisses de grève et puis ensuite acheter du matos et payer des impôts, tout ça. Donc, voilà, je vous fais de grosses bises. On va raid qui du coup? Dites-moi qui on raid. Quels sont les gens qu'il faut aller raid là? Moi je connais pas encore assez de monde. Hein. Alors. Ah bah il y a Maudit, bah tiens on va aller raid Maudit. Hop. Il y a David Duff qui est connecté. Ah bah on va aller raid David Duff, voilà. Raid. Raid. Dav Duff. Superbe. On avait déjà raid Maudit la dernière fois. Superbe. Et on fait un gros bisou à David Duff ensuite. Raid Gotaga, c'est ça. Allez, on lance le raid dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Très 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 dur à retrouver en fait. Et que c'est pour ça qu'il faut lutter pied à pied quand les libertés sont en danger. D'autres pensent que non, d'autres pensent qu'on peut revenir à des moments de plus grande liberté. Toi, ton point de vue, c'est quoi là-dessus? Je pense qu'il y a deux mécanismes. C'est d'abord l'effet cliquet, qui est défini depuis très longtemps. C'est qu'une fois qu'on a franchi une étape en matière de loi liberticide, de réduction de droits, c'est pratiquement impossible de revenir en arrière. C'est ça le cliquet. On peut avancer, mais on ne peut plus reculer. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est celui de la tache d'huile. C'est-à-dire que de manière concentrique, on a des minorités qui sont visées progressivement, les quartiers populaires pour les violences, initialement pour les violences contemporaines, hein, parce qu'il y a eu aussi d'autres violences avant les quartiers populaires dans l'histoire. Mais on prend une population qui désintéresse le reste de la population, ou bien qui est ciblée pour des raisons historiques, les quartiers populaires parce que c'est des populations issues de l'immigration coloniale. Et puis après, on va appliquer un dispositif de maintien de l'ordre, les LBD 40, ceux qui ont été utilisés, ceux qu'on voit dans le film, qui ont éborgné Wendell, qui ont éborgné d'autres personnes encore, et les grenades. Et on va